Magnifique transition, bonsoir, bonsoir à tous. Allez, on est parti pour la review des jeux de la Game Jam 14. Ouais, c'est déjà fini, ça a duré que 48 heures. Et ça fait du bien de retrouver ce petit format à 48 heures. Moi, c'est ce que je préfère, perso. C'est mon format préféré. Quelques contraintes, 48 heures, et hop, faut essayer de faire quelque chose qui tient la route. Et c'était une sacrée contrainte, mais c'était pas la pire. Hein. C'était pas la pire. Bon, pour situer un petit peu le contexte, du coup, la Game Jam, elle a commencé vendredi soir. Et vous avez tous vu la vidéo de présentation. Il fallait créer un jeu en 48 heures. Avec pour contrainte que l'ensemble du jeu devait peser maximum 55 grammes. C'était sur la thématique d'Halloween, puisqu'on est période d'Halloween, évidemment. 55 grammes, pourquoi? Parce que c'est en partenariat avec Gram Edition qui édite Clash of Deck. Et du coup, ça paraît logique, Clash of Deck pèse 55 grammes, et du coup, il fallait créer un jeu qui pèse autant que Clash of Deck, qui était le partenaire. Salut Benedix. Et ouais, ça c'était une sacrée contrainte. Et du coup, on a eu quoi, une quinzaine, je crois, de participation, quelque chose comme ça. Donc ça fait plaisir pour une Game Jam tranquillou, parce qu'il n'y avait pas de compétition sur celle-là. Tous les participants gagnaient un starter kit de Clash of Deck, donc c'était pour le fun. Mais on va voir quand même ce que vous avez un petit peu créé. Salut Alex, tu vas bien? Alors attention Alex, ce soir, on fait pas de création à 10 minutes, mais on va parler de création. Création en 48 heures, un petit peu plus que 10 minutes, mais ça reste un sacré challenge quand on connaît les contraintes. Hein. Je sais pas si t'as vu, qu'il y avait la Game Jam ce week-end, Alex. Je sais pas si tu participes un petit peu à ces événements. Ouais, ça va la forme. Un petit peu fatigué ce soir. C'est une journée compliquée parce qu'en fait, j'ai essayé de travailler sur les transitions sur les scènes Twitch et regarde ce que ça donne. Oh, ah bah voilà, elle a bugué. Voilà. Bon, c'est pas celle que je voulais mettre à la base, mais au moins ça fonctionne un petit peu. Donc, on essaie de monter le stream en qualité. On fait ce qu'on peut. Ah, t'as participé, trop bien. Bah non, moi je participe à l'organisation. Du coup, j'avais les contraintes un petit peu à l'avance, donc j'aurais pu imaginer quelque chose sans... Bon, après voilà, c'était une game jam pas compétitive, donc j'aurais pu imaginer quelque chose quand même. Mais non, je me suis pas prêté au jeu. Bah, après, j'ai quand même réfléchi à un petit jeu en tête parce que j'ai joué à Cartographers il y a pas longtemps. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa, un jeu avec juste 3-4 dés, du coup, en mode roll and write, où tu découvres un petit peu tes objectifs au cours de la partie, ou même tu les choisis au cours de la partie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa un petit peu à développer, puis au final, j'ai pas pris le temps ce week-end. Il y avait d'autres choses à faire. Mais du coup, il y a 12, 13, 14, je crois, personnes qui ont participé. Donc cool. Et puis, bon, on va démarrer tout de suite, hein, parce qu'à raison de 4 minutes par personne, fois 12, 13, on va avoir pour 1 heure sans même pouvoir débriefer. Donc on est parti. On est parti déjà. Hop. Je vais vous mettre l'autre scène. Je vais vous mettre celle-là. Oh là là, magnifique transition, sublime. Et on est parti du coup avec Cléonis, un streamer youtubeur. Ah, Tildala, trop bien, comment tu vas? Ouais, c'est vrai qu'on peut utiliser quelques dés, on va voir si on a... Ouais, oui, les dés, ça pesait pas beaucoup, ça pesait 5 grammes, donc c'était envisageable, quoi. Lab, salut Lab, merci. First time chat from viewer. Excellent. Lab qui a aussi participé avec l'espèce d'escape game, là, un petit peu, c'est ça, en une trentaine de minutes, on va voir aussi ce que ça donne. Je me suis pas fait spoiler. Mais ouais, Tildala, ça faisait trop longtemps. Bon, tu vas voir, ce soir, c'est un direct un peu spécial. On va parler de création de jeu. Il y a eu une Game Jam ce week-end. Donc, les participants devaient créer un jeu en 48 heures sur le thématique d'Halloween. L'ensemble du jeu doit peser moins de 55 grammes. Donc, c'était un peu particulier. Ouais, c'était bien ça, là-bas. C'était bien ça, ton jeu. On va commencer par le premier de ma liste là que j'avais, c'est celui de Cléonis. Donc je propose qu'on regarde la vidéo ensemble et puis on débriefe tout de suite après. Je vais baisser peut-être un petit peu le son de la musique. Hop, voilà. Allez, on est parti Cléonis, explique-nous. Pas bien, good morning Twitch. Ah, on n'a pas le niveau de Robin Williams, mais on aimerait bien,
Donc c'est parti Cléonis, explique-nous ton jeu en vidéo. Gare aux fantômes, un jeu de Quentin Cléonis Lameran, un jeu où vous allez devoir essayer de récupérer un maximum de fantômes pour les emmener dans votre cimetière. Vous incarnez des personnages tels qu'une citrouille, une sorcière, un vampire ou un zombie, et vous arrêtez à la gare des fantômes pour rejoindre votre cimetière après une soirée bien arrosée. Vous essayez de ramener un maximum de fantômes qui vous rapporteront des points de victoire. La personne ayant le plus de points de victoire en fin de partie aura gagné celle-ci. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. Pour notre exemple, je vais jouer avec la citrouille et la sorcière. En termes de mise en place, vous avez un deck avec un cimetière. Les cimetières ont toujours un chiffre, le nombre de fantômes exact que vous devez ramener dans ce cimetière-là, et le nombre de points de victoire qu'ils vont vous rapporter. Comme nous sommes à 2 joueurs, on n'a mis que 2 cimetières. À 3 joueurs, on mettrait 3 cimetières, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez votre carte personnage, citrouille, et en début de partie, vous distribuez une carte face cachée, une carte fantôme, car à l'intérieur de ce paquet-ci, vous n'avez que des cartes fantômes. Donc chaque joueur dispose d'une carte face cachée, fantôme. Ici, moi, je vais vous les révéler pour l'exemple. Et à son tour de jeu, c'est extrêmement simple, la citrouille va commencer, elles étaient distribuées au hasard et elle commence, et elle dit, soit elle s'arrête, elle place sa citrouille et du coup, son fantôme, sa carte fantôme face cachée, soit elle continue et du coup on révèle une carte. Elle révèle une carte fantôme 2, elle peut ensuite passer au joueur suivant, la sorcière dit, je révèle. Hop, ça révèle un -2, ok, la citrouille dit, je révèle. Hop, il y a le 5, vous imaginez bien qu'on est en train de calculer. Et là, la sorcière, elle dit, je révèle encore une fois. Hop, c'est le 3. La citrouille, cette fois-ci, dit je m'arrête. Lorsqu'on s'arrête, elle place sa carte fantôme ainsi que la carte. Nikov 2002, salut, ce sera la première personne à pouvoir aller au cimetière, mais elle pourra utiliser que les cartes précédentes elle-même ou sa propre carte. La sorcière, quant à elle, dit je continue, et elle ne sait pas trop en fait. Là, on a une espèce de jeu en stop ou encore de réfléchir dans en simultané. Les cartes vont être prises avant. Elle continue encore, et là vous pouvez voir une première tête de mort qui apparaît. Si jamais on arrive au chiffre de 3 têtes de mort, si on arrive à 3 têtes de mort, toutes les personnes qui ne se sont pas arrêtées, eh bien, sont éliminées, ne peuvent plus continuer, ne peuvent plus essayer d'aller au cimetière. On retrouve un petit peu le principe de Mystic Veil, à partir de 3 symboles, une fois que 3 symboles identiques sont sortis, donc là en l'occurrence c'est tête de mort, elle a pas peur, elle met fin à la manche, ça met fin au tirage de cartes. On continue jusqu'au bout, hein. Il y en a là, 8, 9, 10, 11, et révèle encore une fois, et cette fois-ci après elle va dire je m'arrête. Une fois que les deux personnages se sont arrêtés, les cartes sont révélées, la citrouille révèle, et elle peut aller dans le cimetière qu'elle veut. Ici, elle va se rendre dans le cimetière 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, pardon, 8, 9. Elle va dans le cimetière numéro 9 et elle récupérera... Donc là, parmi les cartes... 4, avec 9 fantômes, pardon. Et elle va à la gauche, là où s'est arrêté le personnage, ici, il doit essayer de elle révèle, additionner elle va essayer d'aller dans le 12, 9, les valeurs 8, pour que ça égale on est à 8, une des valeurs d'un cimetière. 9, 10, 11, 12, voilà, on est arrivé à 12, la sorcière est là, elle récupère, et maintenant on prépare une nouvelle manche, à savoir que toutes les cartes non utilisées restent présentes pour la manche suivante, les cartes utilisées quant à elles sont remélangées évidemment, on va remplir la zone de cimetière pour arriver toujours au nombre exact de joueurs. S'il n'y avait qu'un seul cimetière qui avait été pris, il y aurait donc à droite on a les objectifs, s'ils sont remplis, on en révèle d'autres. On shuffle tout et du coup on va pouvoir... Et les objectifs nous donnent directement des points de victoire. De nouvelles cartes aux nouveaux joueurs et c'est reparti pour un tour, à savoir que cette fois-ci c'est la sorcière qui commence parce que c'est la dernière à avoir été chercher un cimetière, donc quand vous êtes dernier vous recommencez et là elle décide de directement s'arrêter par exemple, vous voyez elle peut directement s'arrêter tandis que la citrouille elle va révéler et continuer et ainsi de suite au fur et à mesure de la partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le cimetière et à ce moment là vous comptez vos points de victoire récupérés sur vos propres cimetières, la personne ayant le plus de points sur ces cartes cimetières aura gagné la partie. Voilà, c'est tout pile bon, j'ai duré 4 minutes, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu comprendre les règles et que ça peut peut-être vous intéresser. Il y a plein de concepts et j'ai plein d'idées pour aller plus loin en rajoutant des cartes avec des effets évidemment qui seraient plus variés. J'ai d'autres idées en rajoutant des cartes événements sur les cimetières, bref il y a plein de choses à pouvoir aller plus loin, mais l'idée c'était de sortir un jeu, j'espère que le jeu... Alors c'est un jeu cool mais il a pas pris le temps de mettre des cartes action comme il voulait au départ. D'accord, ouais, t'avais suivi un peu le live. Ouais, donc effectivement, en plus surtout qu'il l'a fait en 3 heures, voilà, ça a le mérite d'exister. On a un moteur
qui tourne. Ça fonctionne pas super. On voit qu'on n'arrivera quasiment jamais à 3 têtes de mort. Le stop point encore est assez évident en fait dans le sens où t'espères rien de plus. C'est d'habitude dans un stop point encore tu prends le risque parce que tu peux gagner plus. Là c'est un stop ou encore évident dans le sens où si tu peux pas remplir un objectif, bah, tu es obligé de continuer. Si tu veux remplir un objectif, bah, tu vas t'arrêter. Ton seul espoir c'est d'avoir des cartes en plus pour faire un meilleur objectif. Ça a l'air assez faible. Effectivement, on peut imaginer pas mal de choses au niveau des objectifs, avoir des objectifs peut-être qui combattent entre eux, un petit jeu de collection au niveau des objectifs, qui est un peu plus le choix peut-être aussi au niveau des objectifs, un petit peu plus de latitude quant à la façon d'égaler la valeur du cimetière. Mais en 3 heures, c'est quand même pas mal. Mine de rien, c'est quand même pas mal. On a un moteur qui est mis en place, qu'il faudra vraiment peaufiner. Ça fait penser aussi un petit peu à Divinus. Je ne sais pas si vous avez vu passer le Kickstarter dernièrement. Vous lancez vos dés et vous pouvez récupérer une tuile en faisant une combinaison avec vos dés. Ça fait penser un petit peu à ça. Petite piste d'amélioration un petit peu à la Trek 12 par exemple, qu'on puisse utiliser que certaines opérations à certains tours. Il y a peut-être un truc à faire, ouais, un petit truc à développer, mais là effectivement, en l'état, le moteur est un peu biaisé, ça manque un peu d'équilibre, comme le dit lui-même Cléonis. Ça respecte le thème d'Halloween, on est sur la gare aux fantômes, même si c'est pas la gare aux vampires. On est moins de 55 grammes, on va avoir un certain nombre de cartes, même si on les fait en mini, voilà, on imagine que ça colle. Fait en moins de 48 heures, c'est validé. Bien joué à lui, bien joué à Cléonis. GG. Hop. On enchaîne. Alors celui-là je l'avais vu hein, de Cléonis, c'est pour ça que je m'attarde pas un petit peu dessus, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Alors, on est sur Trouillomètre, un jeu de cartes coopératives de 3-6 joueurs à partir de 8 ans et pour les parties d'environ 15 minutes. C'est parti. Oh là là, il y a du boulot en montage là. Hein. Le jeu est constitué de 6 paquets de cartes distincts. Un pour chaque monstre et donc un pour chaque joueur. Ok. De 2 cubes et de 2 cartes trouillomètre. Une face trouillomètre va indiquer le niveau du trouillomètre et l'autre face indiquera le barème d'évaluation. Ok. Pour la mise en place, chaque joueur récupère un paquet de jeu. Il sélectionne la carte passer son tour, piocher, double trouille et friandise. C'est toutes les actions disponibles. À 4 joueurs, il ajoute également la carte annulation. Ok. À 5 joueurs, il ajoute la carte trouille. C'est beau petit graphisme hein, pour un jeu rapide. Il ajoute la carte pioche ami. Une fois les cartes sélectionnées en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur regroupe ses cartes, les mélange, les pose devant lui face cachée et en pioche 2 qui constitueront sa main. Avant de commencer la partie, placez les cubes curseurs sur le numéro 30 du trouillomètre et sur le numéro 5 de la barre des friandises. L'objectif des joueurs sera de se rapprocher le plus possible du 0 du trouillomètre avant de perdre toutes les friandises en stock. D'accord. À son tour de jeu, chaque joueur sélectionne une carte de sa main, puis tous les joueurs vont la jouer simultanément. Et on joue simultanément une carte. De trouille et double trouille vont permettre de diminuer le trouillomètre. De 1 dans le cas d'une simple trouille et de 2 pour la double trouille. Parce que là c'est assez simple, les cartes sont assez explicites. La carte friandise va permettre de recharger une friandise sur la barre des friandises. Ok. La carte passer son tour n'a aucun effet. La carte pioche va permettre de récupérer les cartes de sa défausse, les ajouter à sa pioche et les remélanger pour reconstituer une nouvelle pioche.
La carte pioche ami a le même effet, mais pour un joueur ciblé. D'accord. Dans ce cas, le joueur va sélectionner son voisin qui va récupérer les cartes de sa défausse et les mélanger à sa pioche. Lorsque les cartes sont révélées, il est possible de constater des doublons. Dans ce cas précis, on applique en premier les effets des cartes uniques. Pour les doublons, les effets sont annulés. D'accord. Et un malus de 1 friandise est appliqué par doublon. Ainsi, aucun des deux joueurs présents ne va pouvoir réduire le trouillomètre. Et on applique un malus de 2 friandises sur la barre des friandises. Lorsque toutes les friandises sont consommées et sont donc amenées à descendre en dessous de 0, les joueurs constatent leur niveau sur le trouillomètre, ici 14. Félicitations, vous êtes de grands monstres. Ok. Super comme vidéo. C'est super, hein, y a un bon niveau. Le graphisme aussi des cartes est top, hein, franchement. Est-ce qu'on est à communication limitée? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'on a le droit de communiquer ouvertement sur les cartes qu'on peut jouer à son tour? Les mélanges. Placer les cubes curseurs. On a 2 cartes dans sa main. Logiquement, non. Ouais, je pense que ça va être un gros point du jeu. Hein. Puisque c'est un jeu coop. Si on a le droit de dire ce qu'on va jouer, ça paraît assez évident. Les règles sont bien expliquées. Les règles sont vraiment bien expliquées. On comprend rapidement ce qu'il faut faire. On comprend les 2 ressources limitantes. Il n'a pas dit, mais ça perd l'intérêt. Ouais, clairement. Franchement, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est la communication limitée. Je pense aussi, sinon, il y a très peu d'intérêt au jeu, effectivement. Effectivement, ça fonctionne. On sent toutes les limites du jeu. On comprend ce qu'il faut faire. On comprend ce qui va là où va y avoir des couacs. On va jouer des fois la même carte. Ça va annuler l'effet des cartes. Ok. Maintenant, on va avoir que 2 cartes en main à jouer à son tour. Donc des fois, on va être obligé de jouer une des 2 cartes. À voir un petit peu l'équilibrage en jeu. Ça peut être sympa, je pense, avec un public un peu enfant, quoi. Hein. C'est un jeu, on a l'impression un petit peu comme un premier verger qui va tourner presque tout seul, avec des petits points semi-stratégiques, dans le sens où on va pas jouer la carte qui fait qu'on prend ses cartes en main au début. Ça paraît évident, mais pour les enfants, bah voilà, ça peut être un premier point stratégique, donc pour ça, c'est pas mal. Il y a des parties où vous allez être quasiment forcé d'être perdu en fonction du tirage, à voir si 2 cartes en main, du coup, ça suffit pour pallier un petit peu à ça. Il y a un côté Not Alone en version coop. Ouais, Not Alone, où il y a un alien en face qui essaie de deviner où sur quelle carte vont se déplacer les joueurs pareil, pour faire avancer un peu un curseur, c'est ça, hein. C'est l'alien qui a un curseur qui progresse vers le milieu contre les gentils qui ont un curseur également qui progresse. Sympa, ouais, sympa, hein, c'est cette Not Alone un peu version simplifiée. On va remonter le bonbon, des fois on va faire des actions. Sympa. À voir un petit peu comment la communication est gérée. En l'état, effectivement, si on n'a pas le droit de communiquer, ben, c'est quand même relativement basé sur la chance et du coup plus un public enfant. À voir quelle petite stratégie on peut mettre en place un petit peu à la The Crew par exemple, dévoiler une carte de sa main ou et que les actions et une polarité par exemple. Il y a des actions plus et des actions moins. Bah, j'ai l'intention de faire une action moins à mon tour. Simplement des petites choses comme ça qui pourraient pallier au fait de perdre d'office en fonction du tirage. Mais ça tient la route, hein. En 48 heures, c'est vraiment loin d'être dégueulasse, hein. Un bon petit graphisme. Ça respecte Halloween, ça respecte les 55 grammes, ça respecte les 48 heures. C'est typiquement le genre de jeu qu'on aime voir en Game Jam, hein, clairement. Ah oui, on sent qu'il va y avoir des stratégies de pisser les cartes comme un The Crew, temporiser parfois. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que 48 heures, c'est juste pour faire des tests. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait, c'est déjà là, c'est très très bon ça.
C'est très très bon en termes comment de barrières du jeu. On voit très bien les limites du jeu et dans la sphère dans laquelle va évoluer le jeu, et on sent que ça fonctionne. En 48 heures, un coop, c'est chaud. Ouais, c'est sûr, à équilibrer, c'est un bordel, hein, forcément. Mais là, même malgré les 48 heures, franchement, ça tient bien la route. Hein. Ça tient bien la route. Très sympa. Très sympa, je pense à conserver en tête. Puis d'amélioration, un petit côté campagne, pourquoi pas. Je le vois bien un jeu pour enfants avec un petit côté ouais, campagne, on évolue. Un peu à la The Crew, quoi, un peu une version The Crew pour enfants, franchement. Ouais, il faut qu'il pousse ce jeu, il y a un truc à faire. Il y a un petit truc à faire en jeu minimaliste. Vraiment sympa. Vraiment très sympa, très sympa. Bravo à lui. Trouillomètre. Super chouette. On enchaîne. Il y a du niveau, hein. Montage de vidéo, graphisme, game design au sens général, franchement, c'est propre. Bonjour, je vais vous présenter mon jeu qui s'appelle Trick or Treat. Trick or Treat. Donc c'est un jeu qui s'inspire directement de la tradition d'Halloween, qui consiste à aller taper aux portes des voisins pour aller récolter des bonbons. Yes. C'est un petit jeu qui s'adresse à un public jeune. Les parties durent une quinzaine de minutes et ça se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont devoir mener une petite enquête pour connaître la valeur des différents bonbons. Et ils vont devoir aussi récolter bien sûr des bonbons. Au niveau du matériel et de la mise en place, on a donc 16 petits dossiers qui sont représentés par des portes. Dans chacun des dossiers, il y a 3 cartes. Une carte représentant un personnage et 2 cartes représentant les bonbons. Ok. On a aussi des cartes avec des points d'interrogation qui sont mis ensemble, donc un point d'interrogation avec 2 points d'interrogation, donc en 4 groupes, pour déterminer la valeur de chacun des bonbons, donc 4 types de bonbons. D'accord. Et enfin, on a 2 petites cartes qui vont servir de compte-tour. À son tour, un joueur va pouvoir prendre une porte, ouvrir et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 2 solutions, soit il tombe sur un monstre, et à ce moment-là, s'il n'a pas ce qu'il faut, il est obligé de prendre la fuite. Soit il tombe sur une personne déguisée, et à ce moment-là, il peut aller chercher les bonbons. Donc il va pouvoir regarder les différents bonbons disponibles, et il va pouvoir se servir, il va pouvoir aussi trouver des armes qui vont lui permettre de combattre les monstres. Des armes. De la même façon, s'il rencontre un monstre et qu'il a les armes pour le combattre, il peut passer après le monstre et aller chercher les différents bonbons qu'il y a à l'intérieur. Okay. Il peut aussi trouver ce genre de carte donc, qui va lui permettre de vérifier donc, la valeur des bonbons. Donc quand il a ça, il peut regarder du coup, là par exemple, il sait que les sucettes font perdre des points. Okay. On a certains bonbons qui font perdre des points, des bonbons, voilà, par exemple le sucre d'orge qui vaudra 3 pour cette partie-là. Ça change à chaque partie ça du coup. Quand il choisit une carte, du coup, il la prend, il la met devant lui. Hop. Et il referme la porte. Il ne montre pas ce qu'il a vu, mais il peut communiquer avec ses camarades de jeu. Et donc, à chaque fois qu'une porte est ouverte, il va pouvoir baisser la carte qui représente le nombre de tours. À la fin de 12 tours, donc des 12 portes ouvertes plutôt, c'est la fin de la partie et on va pouvoir vérifier donc, le nombre de points gagnés par rapport aux bonbons récoltés. Ok. Donc là par exemple, la récolte a été très mauvaise et je suis à -3. Ah merde, oui, bah oui. Voilà, c'était le jeu Trick or Treat. À bientôt. Ok. Chouette la vidéo, hein. Voilà, c'est très simple aussi comme petit montage vidéo. C'est plus simple quoi quand on pense enfant, j'ai l'impression. Est-ce que ça s'approche plus d'un public enfant? Ouais, certainement, parce que c'est compliqué de faire un jeu coop pour adultes, parce qu'il faut de la profondeur stratégique. Disons que c'est ce qu'on a vu sur le jeu d'avant. Communication limitée, on dit juste les gens ne peuvent pas communiquer, et du coup ça suffit à ce que le jeu tienne la route. Mais il faut qu'il y ait une stratégie beaucoup plus profonde pour des jeux adultes, donc... Il y a un truc très sympa ce petit jeu. Pourquoi c'est toi l'auteur, Nicole, c'est ça?
On comprend bien les règles, franchement c'est bien expliqué. On comprend qu'on a 12 tours, il faut faire les points, on a un tirage d'objectifs en gros en début de partie qu'on va pouvoir aller vérifier. C'est super, ça suit super bien la thématique. En soi, je vois presque pas de raison à ce que ce soit pas un coop, hein, à ce que ce soit ça peut être un compétitif, hein, un petit peu à la... j'allais dire à la saboteur, mais non, pas vraiment. Mais ouais, je pense que ça peut totalement être un peu être compétitif. Hein, simplement l'idée de faire le plus de points chacun son truc, je vois bien, ça marcherait bien aussi. Hein. Non, ce n'est pas toi. Le thème se met bien la méca. Ouais, carrément, ça fusionne bien hein, l'idée d'aller toquer aux portes. Et on a un personnage qui nous ouvre, des fruits à récupérer, pas mal. Il pourrait y avoir deux modes, coop et compète, ouais, carrément. Petit mémoire de détail, titre en anglais. Est-ce qu'on a l'équivalent en français? Ouais, un bon mot ou un sort, c'est ça? J'aime bien le scoring caché. Ouais, c'est pas mal, ça permet de renouveler un petit peu simplement au fur et à mesure des parties. Et puis ça laisse une petite chance encore à la fin, même si vous n'avez pas tout vu. C'est pas mal, c'est le genre de truc qui fonctionne bien dans Skijo par exemple. C'est que jusqu'au bout, tu peux avoir une petite chance de gagner, c'est important. C'est important ce genre de choses parce que sinon tu sais que la partie elle est terminée au bout de 20 minutes. Sur les jeux qui durent 1 heure, au bout de 20 minutes tu sais que c'est fini. Ça n'a aucun intérêt. Donc non, c'est très bien comme système sur ce genre de petits jeux. Le coop est pas nécessaire, effectivement. Les graphismes supportent bien le jeu. Pareil, hein, en 48 heures, c'est très bon. Hein. Il manque juste un barème de points comme dans le jeu précédent. Effectivement, ouais, un petit barème qui puisse s'équilibrer en fonction des parties. Mais après, si tu tires 4 objectifs pourris, c'est compliqué par rapport à chaque partie. Il faudrait un système un peu à la cartographeur parce que en fonction de l'objectif tu tires, que tu le redresses, que tu redresses le score. Quand tu joues à cartographeur en solo, t'as ça. Tu décomptes un certain nombre de points parce qu'il y a des objectifs qui sont plus faciles à faire que d'autres. Donc à voir, effectivement, essayer d'imaginer un barème régulé en fonction des objectifs, ça peut avoir du sens, ouais. Bah, ça tourne super bien. Ça tourne super bien. Le petit compteur de tour, on comprend très bien. C'est Halloween, c'est 55 grammes, il n'y a que les cartes. C'est en moins de 48 heures, ça fonctionne. Next. Ouais, il y a eu des belles propositions pour l'instant. Hein. Ah, je pensais que c'était toujours les mêmes scoring mélangés. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Il a dit qu'ils avaient eu un tirage pourri, donc j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs types de scoring, je pense. Bon, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Alors, une potion, un sort. Là, ça y est, on a le titre en français par contre. Mais un petit peu aménagé. Normalement, c'est un bonbon ou un sort. Ici, c'est une potion ou un sort. Ouais, je pense aussi à un Denicom. On enchaîne une potion ou un sort. Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du jeu Une potion ou un sort. Un peu moins. Un peu plus fort. Vous allez vous battre en duel pour savoir qui sera sacré maître des potions. Pour cela, vous avez à disposition 9 cartes ingrédients réparties sur 120 cartes. Wow. Une partie dure 6 manches. Ok. À chaque début de manche, on va répartir... Vous entendez pas? À chaque joueur. Une fois ces 10 cartes en main, chaque joueur va en garder une sacrée maître des potions. Pour cela, vous avez à disposition 9 cartes ingrédients réparties sur... C'est mieux comme ça? 120 cartes. Une partie dure 6 manches. Donc 120 cartes, chaque début de manche, 9 ingrédients, 6 manches. On va répartir 10 cartes à chaque joueur. Ok. Une fois ces 10 cartes en main, chaque joueur va en garder une, puis passer le paquet à son adversaire. Et un draft. Jusqu'à épuisement des 10 cartes. C'est long, hein, ça va être long, 10 cartes. Une fois distribué, chaque joueur va vérifier s'il peut fabriquer une potion. D'accord. Il y en a 6 disponibles, avec des degrés de complexité différentes. Okay. Et qui vont ramener des points en fin de partie différents. Suivant, plus c'est compliqué à fabriquer, plus il y aura de points récoltés. Ok. Lors de la première manche, si un joueur arrive à fabriquer une potion, les points associés à la fabrication de la potion seront doublés, et uniquement sur la première manche.
Ah ouais. Si aucun des deux n'a pu fabriquer de potion, alors uniquement sur la première manche, chaque joueur va se défausser de 5 cartes ingrédients. D'accord. Regardez, plus que 5. Donc si un des joueurs a pu fabriquer une potion, par exemple le joueur 1 a fabriqué une potion qui lui a coûté 4 ingrédients, il écarte les 4 ingrédients qui ont servi à la fabrication de la potion, et donc au final il lui reste 6 cartes en main. Ok. Le joueur 2, qui n'a pas pu fabriquer de potion, lui va devoir se débarrasser de 4 cartes pour arriver au même nombre d'ingrédients à disposition. Ok. Et ainsi de suite. Donc ensuite on va commencer la manche 2. La manche 2, on distribue encore 10 cartes ingrédients à chaque joueur. On recommence la phase de sélection et ainsi de suite jusqu'à épuisement de toutes les cartes. Okay. On va ensuite compter les points. Donc chaque potion ramène un certain nombre de points. Une fois qu'on a fabriqué une potion, on le note donc sur la fiche de score associée. Sur la manche 1, les points sont doublés, sinon les points restent normaux. On compte le nombre de points et ensuite, donc à la fin, les ingrédients qui n'auront pas été utilisés vont vous rapporter un nombre de points également. Donc, par exemple, en fin de partie, si le joueur 1 il lui reste par exemple 2 champignons, chaque champignon ramène 1 point, donc il aura 2 points supplémentaires. Oh, ok, ouais. Et si par exemple il lui reste une sueur de fantôme, la sueur de fantôme ramène 5 points. La sueur de fantôme. Okay. S'il en a une, il aura 5 points supplémentaires. Ah ouais. On additionne tous les points et le joueur qui a le plus de points est déclaré maître des potions. Voilà. J'espère que cette petite vidéo a été assez compréhensible. Merci à Do It Your Game pour la proposition de cette Game Jam 14. Ça a été un vrai plaisir de participer. Je joins une petite règle explicative supplémentaire si jamais la vidéo est pas assez claire. Merci encore de votre attention. Bon courage à tous les participants. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Donc ouais, c'est ce que j'ai l'impression aussi, hein, Bohème, hein. Le nombre d'ingrédients dispo augmente au fil des tours, puisqu'on va pas défausser ces cartes à partir du tour 2. 6 manches, ok. Draft à 10 cartes, ça va être un peu long. Et puis on va drafter pour avoir les potions. Alors on peut pas trop voir exactement les potions, mais on voit qu'il y a l'air d'avoir 1, 2 de certains ingrédients, mais il en faut 6. Donc une potion va vous coûter en gros, j'imagine, de 6 à 10 cartes, quelque chose comme ça. Petite initiation au draft, sympa. Comme dit, je pense que en termes de stratégie, ça va pas aller très très loin. Ça respecte Halloween, ça respecte les 55 grammes, ça respecte les 48 heures. C'est simple. Ok, les règles sont bien expliquées, par contre, on voit bien où on va. Ça manque un peu de profondeur. Comme dit, si c'est pour une initiation au draft, ça remplit son objectif. Maintenant, ça ira pas beaucoup plus loin que ça, là en l'état, mais ça a le mérite d'exister, quoi. J'aime bien les ingrédients, quoi. La sueur de fantôme. Il y a les champignons, il y a l'air d'avoir un truc en avec un chat. Hop. Exact, la base 6 ingrédients, la max 9. Ok, d'accord, ouais. Il parlait à un moment d'une configuration à 2 joueurs, je sais pas si ça peut jouer à plus. Vous êtes 2 apprentis sorciers, vous avez ça se joue à 2 pour savoir qui. D'accord. Et bienvenue sur la vidéo de présentation du jeu Une potion ou un sort. Vous êtes 2 apprentis sorciers. Ok, du coup le côté duel, langue de chat, je pense, ouais, c'est ça. Le côté duel, du coup, change un petit peu la donne en fait, parce qu'on peut contre-drafter très facilement, du coup. Pour empêcher son adversaire d'avoir pile une carte qu'il faut. Donc ça, c'est un petit côté stratégique sympa. Maintenant, comme on garde en main, à partir de la manche de toutes les cartes de la main précédente, au bout d'un moment, on va être obligé de faire certains combos de nos cartes. Donc à voir s'il y a des cartes peut-être plus puissantes que d'autres, qui sont des insta-piques, si tu l'as dans la main. Avoir un petit peu l'équilibrage, 120 cartes, 60 par joueur, 10 par tour. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ouais, 6 manches, hein, c'était ça.
Sinon, c'est ça. Donc, ouais, une soixantaine de cartes que tu vas drafter pour construire des potions de 6 à 9 cartes. Donc, tu vas faire, ouais, 6-7 potions. Ok. Je pense qu'on redescend toujours au nombre de l'adversaire. Ouais, effectivement. Ah oui, c'est vrai que oui, ça va diminuer quand même. Parce que il y a des fortes chances que tous les 2 tours, voire un tour sur 2, enfin, tous les tours, il va y avoir un des 2 joueurs qui fera une potion quasiment. Donc on va toujours se retrouver avec 4-5 cartes en main et une dizaine à drafter. Après, comme dit, les proportions 10 cartes à drafter et vous allez vous retrouver avec une main de 16 cartes, c'est peut-être un peu élevé par rapport au standard qu'on peut connaître. Regardez déjà avec Seven Wonders, hein, quand vous avez une main de 7 cartes qui tourne, alors il y a plus de joueurs, mais c'est dur de se rappeler de tout, quoi. Donc j'aurais tendance peut-être à diminuer les cartes. Pas nécessairement empêcher qu'on soit 2. Effectivement, 2, ça amène un petit peu plus côté stratégique, mais je vois bien tourner aussi à 3 ou 4. Non, car si on fait potion, celui qui a le plus de cartes doit défausser pour arriver au même nombre. C'est bien ça, il me semble que c'est ce que j'ai compris. Hein. Si un joueur fait une potion, le joueur adverse va devoir défausser autant de cartes qui ont été utilisées pour créer la potion par son adversaire. Donc on va se retrouver avec peut-être 4 cartes en main à la fin de son tour. On en avait une dizaine, si le joueur en utilise 6, on va se retrouver avec 4 cartes. On va reprendre 10 cartes au prochain tour, donc on va avoir 14 cartes en main. 14 cartes en main, ouais, on va à chaque fois réussir à faire une potion, je pense à peu près. Donc on va redémarrer le tour d'après avec 3-4 cartes facilement et en récupérer 10 à chaque fois. Donc ouais, on va être à 14-15 cartes en main, je pense à chaque tour si ça fonctionne un peu comme ça. Mais l'action de jeu est simple, les décisions à prendre sont assez straightforward aussi. À voir un petit peu l'équilibrage des potions, je pense que c'est ça qui va déterminer pas mal si les prises de décision pendant le draft sont évidentes ou pas. Mais encore une fois, pour un petit côté stratégique pour enfants, ça, je le vois bien tourner. Ok, next. Ah, on va lâcher des petits likes aussi, là, depuis avant, je mets pas les j'aime. Merci, hein, vos vidéos, elles sont top. Hein. Faut tester, je pense, pour se rendre compte. Ouais, c'est ça. Ok, Public, tu nous dis oui, c'est ça. Ouais, effectivement, ça, c'est le genre de jeu qui mérite clairement un test. En une partie, tu te rends bien compte de si ça tient la route ou pas, quoi. Hop. Le mystère du manoir d'Halloween. Ah, le jeu de Bienvenue sur le jeu Le mystère du manoir d'Halloween. Ce jeu est assez intuitif puisqu'il consiste en un escape game narratif. Hop. Je peux nous donner un exemple de potion. Alors, je sais pas si moi je vais pouvoir le donner, mais il y a Pédilix du coup qui est là peut-être pour le... Ouais, là typiquement, j'ai l'impression qu'il y a un ingrédient de la première ligne, 2 de la deuxième, 3, 4, 5. Ouais, celui-là, il va falloir 6 ingrédients, dont 2 du même. Avoir un petit peu aussi la proportion de chaque ingrédient, c'est ça qui va jouer, je pense. Ah, ce jeu nous dit un poème. Alors, c'est vrai que Lab nous l'avait pas mal tissé. Dites-moi de nouveau au niveau du son si c'est bon. Normalement, sur mon retour, on va voir. Je vais voir si ça entend. Le jeu, le mystère du manoir. Ça devrait être pas mal, vous me dites. Ce jeu est assez... La base fait 4 champignons et 2 ailes de chauve-souris. La base? C'est une potion de base, c'est ça? Ok, oui, ça va le son. Ok, ça va. Allez, on passe à Lab. Bienvenue sur le jeu Le mystère du manoir d'Halloween. Okay. Ce jeu est assez intuitif puisqu'il consiste en un escape game narratif. C'est un jeu contre, le à matériel strictement qui durera 1 heure au maximum, ce qui est le temps limite pour sortir de la maison. Je conseille aux plus jeunes et aux âmes sensibles de s'abstenir, le jeu ayant une narration horrifique. Tout d'abord, les pièces de la maison sont placées donc face cachée, par exemple de cette manière-ci. Et l'entrée est placée côté narratif, tout devant l'ensemble de ces pièces. Les cartes sont quant à elles regroupées par type. Nous avons donc les cartes observation, les cartes interaction et les cartes choix. Il y a aussi une carte fin lorsque le chronomètre prendra fin. Lorsque les joueurs ont placé leurs pions, récupéré 2 objets qui sont une lampe torche et un couteau, et qu'ils ont bien compris les règles et lu la carte d'entrée, le timer est mis sur 1 heure et est démarré. Le jeu peut alors commencer.
Le jeu se joue chacun son tour, et les deux joueurs ne peuvent communiquer que s'ils sont sur le même lieu, comme ici par exemple au niveau de l'entrée. À chaque fois qu'un joueur joue, il a le choix de soit se déplacer sur un lieu adjacent dévoilé, ou alors face cachée, si et seulement si il possède dans ses objets une lampe torche. En ce cas, il peut aller sur ce lieu et le dévoiler. Ce lieu restera alors face retournée tout le long de la partie. Il peut aussi, sur le lieu, fouiller en observant ce qui est le symbole de l'œil ou en interagissant avec des objets, ce qui est le symbole de la main. Pour ce qui est de l'observation, cela permet surtout de récolter des indices utiles pour l'énigme globale et l'histoire dans laquelle les joueurs sont impliqués. Elle permet aussi de récupérer des objets. Les cartes du coup observation sont numérotées. Ici par exemple, je dois prendre la carte observation numéro 1. Les cartes interaction fonctionnent de la même manière, avec un petit chiffre, et elle permet de débloquer des accès à certains endroits pour y trouver par exemple des armes, des objets, voire même des salles cachées. Il y a parfois des choix à faire. Par exemple, je peux prendre cette carte-là qui consiste à avoir 3 choix. Le choix A, le choix B et le choix C qui permet de récupérer les cartes choix ici présentes avec le symbole panneau, 8, 12 ou 16. Ces choix peuvent impacter fortement le déroulé du jeu et peuvent en précipiter une des fins. Les interactions et les choix peuvent amener à dévoiler des monstres. On peut essayer soit de fuir le monstre, c'est le premier choix. Dans ce cas-là, le monstre va rester sur place et toute personne rentrant à nouveau sur cette pièce devra nécessairement combattre ou fuir ce monstre. Pour fuir, il s'agit de faire un 5 ou plus au dé. Si le jet de dés est réussi, alors je peux aller dans une pièce adjacente, révéler ou non révéler si j'ai une lampe torche. Si je rate le jet de dés, je fuis tout de même, mais en trébuchant et en lâchant un objet ou une arme dans la salle. On peut aussi combattre le monstre si et seulement si on possède une arme. Il s'agit pour cela de lancer le dé et de faire un résultat qui sera supérieur au nombre de cœurs que ce monstre possède. C'est sa résistance. Ici, je dois par exemple faire 3 ou plus pour battre le monstre. Le monstre, lui aussi, doit lancer le dé. En revanche, lui, il doit faire un jet de dé qui doit être inférieur ou égal au nombre d'épées qu'il possède. C'est sa valeur d'attaque. Si il fait ici, par exemple, 2 ou moins, il me fait lâcher automatiquement un objet. Si j'arrive à le battre, le monstre est alors remis dans sa pioche, il ne sera plus présent pour le reste de la partie. Sauf si la carte indique le contraire. Il peut arriver que vous n'ayez plus d'objets ou d'armes à lâcher. Alors, le monstre me tue. Si les deux joueurs sont morts, la partie prend fin immédiatement et vous ne saurez jamais ce qu'il s'est vraiment passé dans ces manoirs. Une dernière action possible pour un joueur est de récupérer les objets et les armes sur un lieu. Je peux aussi, si je suis sur le même lieu que mon ami, échanger, donner ou prendre une des cartes de celui-ci. Les joueurs sont limités à 4 objets et armes dans la main, ce qui signifie que si il y a un objet à récupérer et que ma main est pleine, je dois alors laisser tomber un objet dans le lieu pour prendre le nouvel objet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et surtout bonne chance. Waouh, ouais, sacré développement là-dessus, purée. 48 heures, waouh. Il faut encore équilibrer les énigmes, je pense. Ok, donc il y a un petit côté énigme, j'imagine, avec ce système de choix là, typiquement. On va y avoir quelque chose en lien avec... on va avoir un indice sur si on doit plutôt prendre le serpent, plutôt le loup, plutôt l'aigle, ce genre de choses, quoi. Ça fait beaucoup penser au JCE Horror Arkham. Je sais pas si tu as joué du coup là, mais ce système fonctionne assez bien, hein. Par exemple, peut-être. Non, JCE Horror Arkham, tu connais pas? Ah ben, regarde-le. Regarde-le, le jeu de cartes du coup Horror Arkham. Il y a pas mal de mécaniques qui reprennent un petit peu du coup ce que tu as imaginé. Tu vois, j'étais persuadé que c'était un peu inspiré de ça, tellement
Tellement on retrouve ce système de, comme dit, t'as des monstres sur des salles et tout, avec ce côté narratif, ça me fait beaucoup penser à ça. Pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est le système de points de vie, du coup, qui est matérialisé en fait par les objets. Je trouve ça super malin, que les objets en fait soient ton compteur de points de vie. Ça fonctionne assez bien, à voir du coup la manière dont tu récupères les objets ou la fréquence à laquelle tu récupères les objets, mais je trouve ça super malin, quoi. Ça justifie beaucoup qu'on puisse se les échanger quand on est dans la même pièce ou pas. C'est ouais, très simple et très fonctionnel. Les outils, tu peux en échanger autant que tu veux à tout moment. C'est limité à 1 par action, si j'ai bien compris. Oui, autant que tu veux. D'accord. D'accord. Ouais, tu peux les interchanger comme tu veux. Sympa, le petit système de dés. Je pense qu'il fallait pas quelque chose de plus lourd par rapport à la taille du jeu. Je pense que c'est assez bien adapté aussi. Le système de lancer de dés, pareil, il est simple, il est efficace. Hein. Franchement, c'est efficace. C'est efficace. On a envie de savoir ce qui s'est passé dans ce manoir. Le monstre. Je pense qu'il y a moyen de passer une bonne demi-heure là-dessus. Super taf, ouais. Est-ce que le jeu du coup est disponible sur Tabletop Simulator? Il est disponible un peu à tous, comme ça on peut faire la partie en 1 heure, j'imagine. Ou est-ce que tu veux le rendre disponible en print and play? Comment... Quelle est un petit peu la suite? Après il y aura un SimStayer, un train de fantômes, etc. Ouais, c'est clairement un jeu sur lequel tu peux imaginer une petite suite, une petite campagne. Oui, mais je dois redesigner quelques cartes car il y a un problème de découpe sur TTS. Ah, d'accord, ouais. Ouais, quand t'importes tes textures. Moi, j'aimerais bien en physique. Ouais. Carrément, en PNP, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. C'est jouable, mais pas beau. Les cartes sont loin d'être dégueu. Hein. T'as récupéré des bons visuels, là. Bon, donc évidemment, c'est dans la catégorie des jeux semi-rejouables. Une fois qu'on est allé à la fin de l'histoire, on a moins d'intérêt du coup à la refaire. Mais j'imagine que la difficulté doit être dosée aussi un petit peu pour que voilà, tu n'y arrives pas forcément du premier coup, mais du deuxième ou du troisième. En tout cas, c'est ce qu'on pressent pour ce genre de jeu, quoi. En PNP, ça ne spoilerait pas un peu. Ouais. C'est le cas aussi un peu... pour les jeux à jouer une fois, les démos d'unlock, trucs comme ça, ça spoilerait vite fait, je pense. J'aime beaucoup aussi les mécaniques d'observation et d'interaction. J'aime bien le fait que ce soit marqué, qu'on n'ait pas à chercher par nous-mêmes si on observe certaines choses, même si j'imagine qu'il peut y avoir des choses cachées, mais ouais, ça fonctionne assez bien. Fermer les yeux en découpant les cartes. Ah bah là, ça va être encore moins bien que découpé sur TTS si on fait ça. Ça c'est sûr. Le petit gemme qui a été lâché. Moins de 48 heures, 55 grammes avec le dé et les cartes, je pense qu'on les dépasse pas. Thème Halloween. C'est parfait. C'est le genre de jeu qu'on aime découvrir en game jam. Le jeu, c'est pas de se couper les doigts que tu gagnes autant de points que tu... Ça aurait pu. Peut-être qu'il y a une carte objet, un doigt. Imprimé de dos. Ouais. Des bonbons ou un sort. Et encore une fois, la vidéo qui a été nickel. Hein, ça a été loin d'être une contrainte qui vous a déstabilisé. Hein. On a des très belles vidéos. Hein. Alors on est parti pour des bonbons ou un sort, 37 vues. Ouais. Des bonbons ou un sort est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties d'environ 10 minutes. Dans ce jeu, l'objectif va être de récolter un maximum de bonbons d'Halloween tout en évitant le sorcier fou qui nous les chapardera. Pour la mise en place, chaque joueur reçoit 5 cartes portes ainsi que sa carte personnage. Chaque joueur reçoit également 3 bonbons qui correspondent à 3 cubes. Le reste des bonbons est placé en tas au milieu de la table. Une partie se déroule en 2 manches durant lesquelles les joueurs vont jouer chacun leur tour.
En début de manche, les joueurs prennent connaissance de leurs cartes et les placent comme ils souhaitent devant eux, face cachée. Le premier joueur va décider vers qui il se tourne, chez qui il va toquer sur les cartes et les retourner pour récolter un maximum de bonbons. Une fois la carte retournée, on regarde le nombre de bonbons que l'on a droit de prendre et on les met juste en face de la carte. C'est la même couleur. Le joueur a ensuite le choix. Est-ce qu'il continue et donc va toquer à une autre porte pour récupérer d'autres bonbons, ou il s'arrête là et il va récupérer tous les bonbons qu'il a collectés jusqu'à présent. Lorsqu'un joueur vient toquer et retourner les cartes chez un autre joueur, ce dernier s'appellera le portier. À chaque fois que le joueur décide de retourner une carte, le portier a le droit de rajouter un bonbon du milieu de la table sur une autre porte. Ce bonbon va servir d'appât pour essayer de faire retourner des cartes chez l'autre joueur. Attention, il peut également s'agir de pièges. Si le joueur décide de s'arrêter, il récupère tous les bonbons qu'il a collectés, les place sur sa carte personnage. Il ne peut plus les perdre lors de ce tour. En revanche, si le joueur souhaite continuer et tombe sur la carte sorcier fou, le sorcier récupère tous les bonbons que l'on remet au centre de la table, et le joueur a le droit de garder un seul bonbon en compensation. Lorsque le chercheur de bonbons s'arrête par choix ou à cause du sorcier fou, le portier a le droit de récupérer tous les bonbons qui sont sur des portes non retournées. À la fin du tour, le portier devient le nouveau joueur qui va chercher des bonbons. C'est donc le portier qui devient le joueur qui va chercher des bonbons. Il peut aller chez un autre joueur de son choix qui devient à son tour le portier. Lorsque tous les joueurs ont joué, c'est la fin de la manche et on passe à la deuxième manche. Pour préparer la deuxième manche, les joueurs peuvent reprendre leurs cartes en main et les remettre face cachée comme ils le souhaitent. Lors de la deuxième manche, les règles sont identiques à l'exception du portier. Cette fois-ci, entre chaque tour, le portier doit prendre 2 bonbons, mais non pas au centre de la table, mais immédiatement sur sa carte personnage. Il doit alors placer 2 bonbons de sa carte personnage sur une porte non retournée. On peut placer les bonbons de sa carte personnage sur n'importe quelle carte, on peut même les dispatcher. Lorsqu'un joueur décide de retourner une carte avec des bonbons déjà placés sur la porte, il les récupère immédiatement. Pour le reste, les mêmes règles s'appliquent. Le portier récupère également les bonbons cubes qu'il a placés sur des portes non retournées. À la fin de la deuxième manche, lorsque tous les joueurs ont joué, on passe au décompte des points. Chaque bonbon encore présent sur la carte personnage va rapporter un certain nombre de points. Un trio de bonbons d'Halloween noir, orange et vert rapporte 5 points. Tous les autres bonbons rapportent 1 point. Et les bonbons orange, noir ou vert qui ne sont pas dans un trio rapportent également 1 point. Le joueur ayant le plus de points à la fin des 2 manches gagne la partie. C'était donc l'explication de Des bonbons ou un sort, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties d'environ 10 minutes. Bon jeu! Ok. Premier avis, c'est pas mal. C'est pas mal, ça m'intrigue assez. Bonne soirée à tous, bonne soirée Benelix, merci d'être passé, merci, bravo à toi. Il est super bon cet auteur, je suis pas mal de présentation qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Alors je te rejoins assez, ouais. J'aime pas mal cette mécanique de... ça me rappelle un peu Time Bomb. T'as des cartes en main, tu t'en prends connaissance et tu les mets face cachée. Là j'ai l'impression qu'on a tous la même main de départ. J'ai l'impression, 1, 2, 3, 5 et un sorcier, si j'ai pas mal écouté. Très important je pense la petite précision à la fin, les trios de couleurs d'Halloween qui valent plus, c'est exactement ce qu'il faut, je pense, pour valoriser les cubes et qu'ils aient pas la même valeur et que du coup ça va influer quel cube tu vas placer où. Il a l'air de bien maîtriser la vidéo règle, le jeu a l'air sympa. Ouais, la vidéo est très propre. Hein. Très propre. C'est très malin, c'est très malin. Il y a 2-3 trucs, je pense, qui pourraient t'améliorer. On est obligé du coup une fois qu'on a toqué chez quelqu'un, de rester chez lui. J'imagine que c'est un petit peu obligatoire par le jeu. Et en même temps, on sent en fait qu'il y a des choses qu'il a mis en place pour que le jeu tienne la route et pour qu'il n'y ait pas trop de cubes. Comme le fait que par exemple le portier doit mettre des cubes depuis la réserve au début, puis de sa main. C'est plus engageant. Ouais, comme Dust Crossing, le scoring des trios, c'est très bien. Ouais, je pense que c'est nécessaire. J'aurais bien aimé, limite, qu'on n'ait pas tous les mêmes mains de départ, qu'on ait nécessairement un sorcier, par exemple, mais peut-être qu'on distribue au hasard les autres cartes, et en fait qu'on puisse
dire aux autres, ben viens chez moi en fait, tu vois, viens chez moi, j'ai des super cartes, ou quitte à ce qu'il y ait un deuxième sorcier distribué. Je pense que ça va plus être sympa comme interaction, ça va plus être pas mal. Ouais, très bon, très intriguant celui-là. Un petit peu à la croisée effectivement entre Crossing, Time Bomb. Le design de ce sorcier est juste fou. Et ouais, la bonne idée, je pense, de ces collections de cubes de même couleur, c'est clairement bon, ouais. C'est clairement bon. Mais la base est vraiment là pour un 48 heures. Carrément. Carrément, ouais. Pour un 48 heures, c'est très bon. C'est clairement un jeu avec du développement et tout qui peut valoir beaucoup plus qu'un Crossing parce que beaucoup moins stratégique. C'est très bon aussi, je pense, l'action du portier qui va venir mettre un cube sur une de ses cartes. Ça fait un petit coup de pression stratégique en un move. C'est simple comme question, c'est indémodable. Tu mets un cube sur une carte, pourquoi? Parce que tu veux qu'il aille la voir ou parce que tu veux pas qu'il aille la voir. C'est un petit mind game super efficace, mais c'est très simple et ça parlera à tout le monde, je pense. Peut-être qu'il a voulu que ça ressemble pas trop à Time Bomb, peut-être qu'il n'a pas voulu que ça ressemble trop à Time Bomb, mais en tout cas le stop ou encore est sympa. J'aime bien le côté d'inciter le joueur en mettant un cube devant une porte. Ouais, ça aussi je pense que c'est une des bonnes idées, ouais. Un petit peu à la mode poker des cafards, quoi. Je te donne une information. Voilà, ça peut être une bonne information comme une mauvaise information. T'en fais ce que tu veux, mais moi je te dis ça, tu te débrouilles. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Petit côté statistique aussi de est-ce que tu tentes ta chance. Je vois bien la personne qui est derrière, hein, typiquement, elle peut revenir plus facilement en tentant sa chance. Il y a aussi ce côté où même si tu es un peu derrière, ben, tu peux peut-être refaire un comeback si tu as un petit peu de chance, si tu arrives à lire un petit peu entre ce que l'adversaire va te mettre comme cube sur tes cartes. Donc sympa. Comme dit, je pense un petit peu plus de clarté au niveau les cubes, on les récupère du milieu, de chez soi. S'ils sont sur la porte, on les prend directement. Mais dans l'exemple, il l'a pris directement, mais l'image d'après, il l'a remis dessus si on s'est trompé. Donc un peu de clarté là-dessus, je pense. Et on a un truc de très solide qui peut être largement meilleur qu'un Crossing. Hein. Franchement propre. Très propre. Et là, pour le coup, pareil, au niveau graphisme, on a 3 images. Le portier, non 4, le sorcier, la citrouille et la porte. Ça fonctionne bien. Hein. On est sur une thématique Halloween. Je pense que c'est... J'imagine qu'il il doit avoir une cinquantaine de... Ah, attends, combien de cubes on a? Par rapport au poids, on doit être en dessous des 55 grammes. Hein. Je pense qu'on est large. Hein. J'aurais bien aimé pouvoir passer d'un joueur à l'autre, mais je pense que la main commune et être que chez un joueur, c'est pour éviter le déséquilibre. Ouais, on sent qu'il y a certains mecs qui sont là pour venir maintenir le jeu, qui fassent que ça fonctionne. Sauf qu'on sent que c'est artificiel. Il faut que le moteur du jeu permette de lui-même d'avoir des règles simples pour le contenir, quoi. Pas mal d'utilisation de la mécanique trick or treat, mais jeu complètement différent. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette mécanique qui revient assez souvent au final. Il y a un certain nombre de choses à récupérer sur une carte en toquant à la porte. C'est marrant. C'est marrant, la petite action aussi de toquer, c'est bête, hein, mais la petite action de toquer sur la carte de la main, c'est important. C'est important, ça matérialise le moment. Un petit peu comme Time Bomb où avec la pince, vous avez la main, vous allez jouer avec. Il faudrait presque un petit objet, une petite main où t'ailles toquer pour avoir quelque chose de matériel, de physique que les joueurs se passent. Les cubes, c'est lourd. Hein. J'ai eu le même problème, mais c'est remplaçable facilement par des champs en carton. Ah, on dépasse peut-être les 55 grammes? Ou des vrais bonbons. Il est malin, lui. Il est malin, là. Pour le moment, c'est un jeu, c'est super quali, je trouve. Ouais, carrément. Hein. Le niveau de tous les jeux est super élevé. Franchement, c'est très très bon.
le petit like. Et du coup, tu disais alors, il a pas mal d'autres jeux, d'autres explications de jeux. Cette chaîne ne contient aucune idée. Ah, c'est peut-être que du non répertorié. Je sais pas. Il est déjà 10h. Waouh. Il nous reste quoi? Il nous reste... on a fait un peu plus de la moitié. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon jeu Déguisé, c'est gagné. Allez, c'est parti. Ce jeu s'inscrit dans la Game Jam 14 de Do It Your Game. Dessiner, c'est gagné est un jeu pour 2 joueurs de 10 ans et plus. Il dure en moyenne 15 minutes. Ouais. Le but du jeu est d'accumuler 31 bonbons. Le premier joueur qui a non répertorié, remporte directement la partie. Pour le positionnement de départ, chaque joueur récupère ses 9 cartes déguisement, les mélange et en retire 2 avec lesquelles il ne joue pas. Okay. Parmi les 7 cartes restantes, il en positionne 5 devant lui et garde les 2 autres en main. Ouais. Sacré déguisement, la vache. On peut ainsi commencer la première manche. Une manche est composée de 3 étapes. La distribution aléatoire des cartes horde qui vont de 1 à 10 pour chaque personnage en jeu. Ok. Ensuite, la deuxième étape, c'est le placement des cartes programmation au choix. Programmation. Il existe 3 types d'actions. Chaque type d'action est présente 2 fois, ce qui fait qu'une action ne sera pas jouée. La troisième étape consiste en l'exécution des cartes programmation dans l'ordre des cartes. La carte programmation nous dit quelle option on a choisi pour le personnage. Soit activer son action principale, soit se déplacer, de 1 par exemple, soit de remplacer le déguisement, une carte en jeu par une carte de sa main. Ouais. Il y a 9 personnages existants. Le serial killer, le loup-garou, le vampire, le fantôme, l'araignée, la sorcière, le zombie, le squelette et le clown. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Merci de votre écoute. Alors, effectivement, du coup, là, on n'a pas toutes les infos forcément de ce que fait chaque perso. On a 9 personnages, on en enlève 2, et sur les 7 qui nous restent, on va en jouer 5, et on va programmer certaines actions. C'est dur à dire comme ça, c'est très dur à dire. C'est sympa de ne pas jouer avec tous les personnages chaque fois, ça va renouveler un petit peu. J'imagine qu'il y a des combos de cartes qui vont être meilleurs que d'autres. Si on les a pas en main de départ, du coup, ça peut un peu déséquilibrer. À la limite que tout le monde joue avec les mêmes déguisements, pourquoi pas. C'est pas un jeu solo, hein, j'ai pas... Un jeu déguisé, c'est gagné. Ce jeu s'inscrit dans la Game Jam 14 de Do It Your Game. Ouais. Dessiner, c'est gagné est un jeu pour 2 joueurs de 10 ans et plus. Ok. Il dure en moyenne 15 minutes. Le but du jeu est d'accumuler 31 bonbons. Le premier joueur qui atteint ce nombre remporte directement la partie. Pour le positionnement de départ, chaque joueur récupère ses 9 cartes déguisement. D'accord, ok. C'est un jeu en mode duel un petit peu à la Braveheart, où ils vont s'affronter. Ok. Il nous manque les actions, de chaque personnage, mais j'imagine qu'il y a des personnages qui vont voler un bonbon à votre adversaire, vous récupérer 3 bonbons, des trucs un petit peu de ce genre-là. Hein. C'est pas la programmation temporelle pour modifier l'ordre des actions et changer de carte après voir ce que font les personnages. Ouais, c'est pas mal ça. Le petit counterplay de... lui a priori va jouer en première, mais du coup je vais changer de carte qui feront que je vais activer le pouvoir d'un personnage avant l'autre, et ça mon adversaire s'y attendra pas. Ça peut être pas mal. J'ai pas compris le but, mais les persos ont l'air très sympas. Ouais, les persos ont l'air cool, hein. Les persos ont l'air cool. Bah, comme dit, donc tu vas récupérer les bonbons, et je pense que c'est des personnages qui vont t'en faire récupérer d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai compris le but. J'ai pas compris le but et comment gagner LOL. Donc le but du jeu, c'est de récupérer, je l'ai déjà dit, hein, le but du jeu, c'est de récupérer ces bonbons, et en activant les pouvoirs de certaines cartes, vous allez en récupérer, je pense. Les cartes ont un type en fonction des placements, on gagne plus ou moins de bonbons. Ah d'accord, il y a même aussi une spécificité selon l'emplacement où elles sont qui font que tu récupères plus ou moins. Donc par exemple, parce qu'il y a un bonbon par créature autour de lui.
D'accord. D'accord. Et donc elles ont même des types. Du coup, si c'est type créature, type truc comme ça. Ah, ok, sympa. Ok, cool. Trop tard pour la vidéo, je vous manque d'infos. Ouais, effectivement, il nous manque quelques infos dans la vidéo, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça a l'air de tourner aussi. Peut-être un petit peu complexe pour ce qu'on attend d'un jeu comme ça. Tu vois, typiquement, hein, les jeux auxquels on va les comparer, ça va être du Love Letter, du Brave Rat. Donc, où il y a une information par carte qui est très simple. Là, il y a pas mal d'informations par carte. Ça risque d'être un petit peu compliqué, peut-être un peu plus profond aussi. Voilà, c'est ça l'objectif, certainement. Mais tu rajoutes par-dessus le côté programmation, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est tout le but du jeu, alors les placer de la façon la plus optimale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des cartes ordre qui vont de 1 à 10 pour chaque personnage en jeu. Donc là, ça pareil, j'en manque un petit peu d'informations s'ils sont les tirs au hasard. Ah non, ok, oui, non. Il y en a de 1 à 10, c'est-à-dire que l'adversaire va récupérer les numéros qui n'ont pas été mis ici. Donc pareil, là ça va jouer aussi un petit peu à la chance. Si mon adversaire a toutes ses actions en premier, là j'ai un tirage 1, 3, 7, 9, 10. Donc je vais jouer assez tôt. Mon adversaire en 3. Et puis après je vais avoir que des cartes qui jouent au terre. Je ne sais pas si ça influe du coup sur le résultat de ce qui va se passer, je pense. Donc à voir avec l'équilibrage, j'imagine. Un gros travail d'équilibrage sur ce jeu-là. Mais on est thématique Halloween, on est moins de 55 grammes. C'est fait en 48 heures, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et placer la 28 minutes. Ouais, c'est ça, ouais, ça va être un petit jeu de placement, du coup, de connexion. Ouais, il y a beaucoup de mécaniques. Je pense qu'il y a moyen d'être épuré pas mal pour simplifier un peu le tout. Parce que... comme dit, il y a cette mécanique de placement, cette mécanique de quand est-ce qu'on déclenche le truc et quelle action on déclenche. Ça fait beaucoup de couches. La deuxième étape, c'est le placement des cartes programmation. Qui c'est qui a relancé la vidéo? Est-ce que de 1 à 5 tuiles aurait suffi ou c'est important les 10? De 1 à 5 tuiles, il faut les 10 tuiles puisque ton adversaire va aussi avoir 5 cartes. Puisque c'est un face-à-face. S'il y a des actions défensives, même si on joue après, c'est jouable. Effectivement, ouais. Ouais, après tu vas programmer tes actions en fonction de quand tes persos vont jouer. Donc on imagine que ça va s'équilibrer, quoi. Mais il y a quand même pas mal de taf. Hein. Pareil, il y a pas mal de taf. Ça transparaît pas nécessairement sur la vidéo, mais sur le design, on sent qu'il y a de la recherche quand même. Hein. Alors, DIY Pop It Harry Potter. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la Game Jam de Do It Your Game. Ça, c'est la fabrication. On organise des concours de création de jeux à contraintes. Pour cette fois-ci, 4 contraintes ont été posées. Et il nous explique comment créer un petit un espèce de fidget toy où vous allez pouvoir popper les bulles de petits matériel et vous explique comment faire tout ça. C'est un tutoriel en fait. Les règles du jeu sont très simples. C'est d'appuyer sur les pop, les bulles. Et en appuyant, vous allez entendre un bruit. Voilà. Ouais. Ben, merci ma chérie. Allez, à plus tard. Au revoir. D'accord. Règle très simplifiée. C'est le choix pot, exactement. C'est un tutoriel famille. Ouais, tout à fait. Ouais, très sympa, franchement. Le matériel, il est là. J'imagine bien un jeu avec ce genre de matériel. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. On imagine chacun un petit truc comme ça. Il faut aller popper toutes les bulles de son adversaire. Franchement, il y a un petit truc à faire. Merci pour le tuto. On peut le refaire chez nous, carrément. Carrément, c'est une matière un peu spéciale. Donc on peut refaire ça bien au chaud. À garder de côté. Pour les petits bricots à la maison en famille. Merci. Et on enchaîne. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alexis, je vous présente mon jeu. Donc les 31 cartes tiennent
en 51 grammes, donc ça fait moins de 55 grammes. J'aurais pu ajouter une extension très sympa, le partage, de 14 cartes supplémentaires, mais avec les cartons, ça faisait un peu plus. Donc du coup, là pour l'instant, je me contente de ce paquet de 30 cartes. Et juste pour le bien de la vidéo, je vais les sliver, mais ça compte pas dans le poids. Normalement, vous pouvez jouer sans les sleeves. Et puis, ajouter à ça une petite aide de jeu. Voilà, 52 grammes, on est bon. Je laisse tout ça en sleeve et je vous explique le jeu. 16 cartes friandises qui sont recto verso et des cartes sort, 15 cartes sort, dont une carte levée du jour. Nous sommes à Halloween, le but du jeu est d'accumuler des friandises pour atteindre un total de 31 points de victoire avant que le lever du jour n'arrive. Si le lever du jour arrive, le but du jeu sera d'approcher un point de victoire. Les points de victoire sont indiqués sur les cartes friandises. Ils vont de -2 jusqu'à 13. Et donc nous avons des friandises qui sont bons pour les monstres et des friandises qui sont bons pour nous les humains. Donc nous allons mélanger les cartes friandises et on va distribuer 3 cartes à chaque joueur pour une configuration de 3 à 4 joueurs. À 2 joueurs, on en distribuerait 4 chacun. Face visible à tous les joueurs. Ensuite, on va mélanger les cartes sorts, sauf la carte levée du jour, qu'on va insérer dans les 4 dernières cartes au hasard. On va mélanger celles-ci, les disposer en dessous de la pioche, puis refermer la pioche. Ce qui fait que la carte levée du jour sera parmi les cartes sorts dans les 5 dernières, mais on ne sait pas. Le joueur a débuté la partie et le joueur le plus gourmand, admettons ce joueur-ci. Pour l'instant, il totalise 2, -1, 1 point, plus 1, 2 points. À son tour de jeu, c'est très simple. Il pioche une carte sort, la consulte secrètement et va indiquer l'une des friandises de son choix d'un autre joueur. Par exemple, à son tour, il va donc formuler la demande, cette friandise guimauve ou un sort. Cela signifie que le joueur visé doit lui donner la friandise indiquée ou bien le joueur actif, donc celui-ci, déclenchera le sort qu'il a tiré. Donc, admettons, le joueur visé accepte. Donc, il lui donne la friandise. La carte sort est défaussée, elle n'est pas utilisée. On continue à jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur-ci décide de refuser de lui donner. À ce moment-là, le joueur actif est obligé d'activer sa carte sort. Il défausse la carte sous la pioche et c'est au tour du joueur suivant. La partie continue, admettons, c'est au tour de ce joueur. Il va tirer une carte sort et va désigner cette carte-ci, le cerveau, puisque plus 10, ça lui permettrait d'atteindre les 31 points. Sauf que le joueur-ci refuse de lui donner la carte. Il applique donc le sort qui est, il choisit de modifier les friandises rouges et les siennes. Donc, il transforme ces friandises rouges de fraises en bonbons de sang. Il atteint donc 31 points, plus de 31 points. Il est donc déclaré le vainqueur. Sinon, si par exemple il avait tiré la carte levée du jour, il joue quand même son tour en demandant par exemple la carte cerveau. Ce jour-ci par exemple refuse puisqu'il ne veut pas le laisser gagner. Et à ce moment-là, il indique à tout le monde que c'est le lever du jour et donc le joueur qui se rapproche de 1 point remporte la partie. C'est donc ce joueur-ci qui a 2-1, 1 point, il a exactement le total, donc il remporte la partie. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en fasse un print and play pour que vous pourriez y jouer. Sinon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à me contacter, à me dire les différentes améliorations, critiques, remarques sur le jeu. Voilà, il n'est pas parfait, peut-être au niveau de l'équilibrage, j'ai essayé de soigner au maximum en quelques heures, mais c'était assez compliqué pour cette game jam assez dense. Et voilà. J'espère en tout cas que ce jeu vous fera plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous un bon Halloween. Salut tout le monde. À 4 joueurs. Ok, alors j'ai un petit doute. À 2 joueurs, on en distribuerait 4 joueurs. Ensuite, on va mélanger les cartes levée du jour, insérer, refermer la pioche. Dernière, mais on ne sait pas. Le joueur a débuté la partie et le joueur sont indiqués sur les cartes free. Si le lever du jour arrive, de 31 points de victoire avant que le lever du jour n'arrive. Si le lever du jour arrive, le but du jeu sera d'approcher 1 point de victoire. D'accord. Ah, donc là, c'est vraiment l'objectif arriver à 31, sauf si à lever du jour, c'est arriver à 1 point. C'est revirement de situation totale. Ok. Et du coup, le lever du jour peut repasser sous le paquet si le joueur accepte de donner sa friandise et le jeu peut continuer. Je pense pas. Quoique. Je pense que le lever du jour doit être révélé quoi qu'il arrive. J'aurais tendance à dire. À voir. Je suis d'accord avec Nico Pete, ouais. Je pense que la mécanique est très bonne. Parce qu'elle est ultra simple en fait. Et
il y a une espèce de jeu de pouvoir qui se passe au moment où le joueur demande la carte de quelqu'un d'autre. Dans le sens où le joueur actif va être obligé de jouer son sort. J'imagine très bien, du coup, bon, on n'a pas la totalité des sorts, mais j'imagine très bien des sorts au bénéfice du joueur actif et des fois au détriment du joueur actif. Donc, toi, en tant que joueur actif, tu vas aller chercher une carte, mais tu vas peut-être aller chercher une carte que quelqu'un va avoir envie de se débarrasser. Mais en même temps, si tu prends une carte dont il a envie de se débarrasser, c'est-à-dire qu'il se dit que tu as peut-être un sort pourri dans ta main, et il va peut-être refuser. Donc, il y a un gros bluff sur la capacité du sort, et je pense que ça, c'est très très bon. L'obligation que le joueur doit jouer son sort, le joueur actif doit jouer son sort si le joueur qui reçoit la question refuse. À mon avis, c'est la bonne idée du jeu. Non, mais on pourrait pour faire continuer le jeu, mais là non. Ouais, c'est ça, hein, c'est quand le lever du jour il est tiré, C'est le déclencheur de fin de partie, c'est ça. Les sorts, oui, ils peuvent arranger plus ou moins le joueur actif ou le joueur visé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, je pense, c'est très malin. Un truc que j'ai pas compris, c'est que du coup, il y a des monstres, des gentils. Tu peux à la fois cumuler les points des cartes si elles sont sur face noire ou sur face verte. Ça, j'ai pas forcément bien saisi. Du coup, il pourrait presque y avoir un petit système de rôle caché. Je sais pas comment ça pourrait être implémenté, mais ça pourrait être pas mal, limite, que les joueurs n'aient pas nécessairement le même objectif. Je pense que ça vient couper un peu vite le lever du jour. Je sais pas comment ça se passe une fin de partie, mais l'objectif c'est d'arriver à 31 et d'un seul coup le lever du jour il apparaît et en fait il fallait arriver à 1. J'ai l'impression que c'est un peu brusque dans la fin de partie, dans les objectifs, alors que passer en rôle, en objectif caché, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Les sorts, transformation de toutes les friandises d'un même type, demandez entre deux types du joueur visé actif. Transformation d'une carte de son choix. Ouais, d'accord. D'accord. Don d'une carte au joueur visé ou du joueur visé vers un joueur actif. Ok. Oui, tu as parlé de deux types de friandises au début, mais pas plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais, là, j'ai pas bien capté la subtilité. Mais je pense qu'il y a un truc assez simple aussi à faire avec ça. Hein. On est dans un jeu très minimaliste, mais pas dans le petit côté bluff. Hein. Le petit côté bluff, là, il est super bon. Il est vraiment bon, je pense. Avoir aussi de nouveau des cartes flat, c'est assez faible. Ce qui marche bien, c'est les collections, hein, les cartes qui vont comboter entre elles. Là, c'est des cartes qui n'ont d'intérêt que d'elles toutes seules. Typiquement, les cartes noires pourraient comboter entre elles. Hein. Un zombie avec un cerveau, ça va te faire des points supplémentaires. Ce qui fait que ça va te motiver à aller chercher certaines cartes. Alors, c'est peut-être encore une fois dit dans les sorts, mais en tout cas, plus d'interaction entre les cartes et entre les manières de scorer entre les cartes. Une meilleure gestion de la fin de partie et ajuster ce petit côté est-ce qu'on est un monstre, est-ce qu'on est un humain? Ah non, c'est juste pour le thème, les bons méchants gentils, que c'est le même dos. D'accord, bah du coup c'est à creuser, je pense, hein. C'est à creuser, il y a vraiment un truc à faire, comme dit, sur le scoring. Un petit peu plus de profondeur sur le scoring, je pense. De bonnes idées, mais ouais, la mécanique principale est très très bonne. Hein. Pourquoi 1? C'est juste le déclencheur de la fin de partie, mais ça change pas l'objectif. Ouais, je comprends pas très bien non plus l'objectif de fin de partie qui passe à un seul coup. Du coup, les cartes humaines, les moins bonnes, sont les meilleures en version monstre. C'est ça. D'accord. C'est ça l'équilibre dans les deux jeux. Je crois qu'on la voit en zoom un peu au moment. Ouais, voilà. Ah ouais, 13 vaut moins 2, 10 vaut moins 1, 8 vaut 1, 6 vaut 2. Ouais, c'est ça la boîte. En gros, je me suis appelé du 1er octobre et du 1er novembre. D'accord. Pour 31 points durant Halloween avec les bonbons pour monstres et non après le 1er novembre. Ok. Pourquoi pas, merci beaucoup pour tes retours. Ah oui. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le scoring. Plus de scoring interactif entre les cartes. J'ai l'impression que du coup qu'on a un nombre limité de cartes à ces 12 cartes là. Peut-être que on peut imaginer qu'on en récupère 2-3 au fur et à mesure de la partie, hein, qu'on finit à 4-5 cartes. À voir si ça s'intègre ou pas dans la mécanique, je sais pas. Pour avoir un système de scoring un peu plus profond, je pense. Hein, ça mérite de creuser un peu le scoring, je pense. Mais la mécanique est dit peut-être. C'est poussé en l'air avec un pouce en l'air. Allez, on est presque au bout. Il en reste 3. Très très bon en tout cas.
Totalement. Je pense pas qu'on a joué plus de monde. Ah, dans l'extension, on a des sorts pour piocher sur Bonjour et bienvenue à la présentation de Jack-O-Lantern, un jeu qui a été créé dans le cadre de la Game Jam 14 sur le thème d'Halloween. C'est un jeu de cartes sur le système du Blackjack qui emprunte des mécaniques de stop ou encore et de course au point. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans sur des parties de 20-30 minutes entre 1 à 8 joueurs. Nous allons donc, comme au Blackjack, distribuer les cartes à chacun des joueurs en commençant par la banque, face visible. Ah ouais, sympa, ça reprend vraiment le... La deuxième de la banque, le Blackjack, ok. Face cachée. Et les autres face visible. Ok. Dès que chacun des joueurs a eu ces deux cartes, nous pouvons commencer le tour. Les valeurs des citrouilles valent à chaque fois le chiffre indiqué, donc 6, 3, etc. Les valeurs des figures, donc il y a vampire, fantôme et sorcière, qui valent chacune 10 points. Okay. Certaines cartes valent d'autres points, on verra. On va se tourner sur le Blackjack. Le premier joueur peut donc décider de continuer à avoir d'autres cartes ou de s'arrêter avec ce total de 9 points. Sachant qu'il faut essayer d'être le plus près possible du 21, il va décider de continuer. Il obtient une citrouille qui lui fait 0 points. Il décide donc de continuer et obtient un balai qui peut lui faire donc 1 ou 10 points. Ouais, c'est marrant, c'est plus le Blackjack là. Et donc ça lui fait un total de 19 et il s'arrête. Un ou 11 a déjà un total de 20, il décide de ne pas continuer. Le dernier joueur donc, a un total pour l'instant de 10, il décide de continuer, de prendre une carte, il obtient un 4, et comme il est un peu joueur, il décide de continuer toujours, et la dernière carte est un 8. Ce qui lui fait un total de 22. Nous verrons ce que ça fera après. Ah bon donc on révèle la carte de la banque, qui n'a pas besoin d'être incarnée par un joueur, elle est automatisée. 10 et 9, 19. Si le total de la banque n'était pas supérieur ou égal à 17, la banque devrait continuer à mettre une nouvelle carte. Okay. Là, le total est supérieur ou égal à 17, donc la banque s'arrête. Nous allons pouvoir maintenant arriver au scoring de chacun des joueurs. Donc le joueur ici a un total de 19, ce qui est égal à la banque. Dans ce cas, il marque un point de victoire sur cette piste. Alors les pistes sont des cartes en fait sur lesquelles il y a des jetons. Ici pour la pratique de la vidéo, j'ai pris des cubes en bois, ce qui pèse un peu lourd. On peut très bien remplacer par des jetons en carton. Il a un total de 3 citrouilles. Il va donc monter sur la piste citrouille de 3 cases. Ensuite, le joueur ici donc a un total de 20. Ah oui, il a 3 citrouilles. Oui, il dépasse la banque, ce qui est symbolisé ici. Il va donc marquer 2 points de victoire et monter de 1 citrouille. Le dernier joueur, donc lui, malheureusement, a dépassé le 21. Il va donc marquer 0 point de victoire et perdre 1 point de vie. Ces cartes ici ne fonctionnent pas, il ne marquera pas de point de citrouille. Quand un joueur arrive à 0 point de vie, il est éliminé. Il y a des moyens de gagner des points de vie dans le jeu, notamment avec des chaudrons qui permettent de remonter des points de vie. Au niveau des citrouilles, donc si un joueur arrive au total de 6 citrouilles, il va immédiatement marquer 2 points de victoire et redescendre à 0 pour les prochains tours. Dès qu'un joueur arrive à la fin de la piste de points, le jeu s'arrête et le joueur est déclaré vainqueur. Voilà, donc c'était Jack-O-Lantern, un jeu de Nicolas Val. Merci à tous. Super malin. C'est super malin de réutiliser un jeu qui fonctionne déjà de par sa structure et du coup d'implémenter ce petit côté gestion. Au début, je me suis dit, moi, un Blackjack, mais au final, le petit système de scoring et les citrouilles, vraiment, ça apporte un truc vraiment sympa. Ouais, je pense que sur une Game Jam Weekend 48 heures, c'était très malin de réutiliser le Blackjack. Et d'en faire une petite customisation. On va appeler ça comme ça, avec ces petites jauges là. En fait, ça donne vachement envie de tester. Franchement, ça donne envie de tester. Petite initiation de Blackjack, c'est typiquement un jeu genre... J'aurais bien aimé avoir ça en colo ou quoi. Moi qui aime déjà bien le Blackjack, qui connais un petit peu les règles. Maintenant, voilà, on a conscience que tout est lié à la chance. Tu vas motiver un petit peu ton tirage de temps en temps, de tirer une carte ou pas, en plus avec ces auges-là. Mais je pense que ça va changer assez peu de choses.
Puisque si tu dépasses la banque, tu gagnes 2 étoiles, donc c'est quand même ton moyen le plus rapide d'y arriver, quoi. Tu vas pas exprès tirer une carte quand tu seras à 16 ou 17 en disant au pire j'ai une citrouille. Je pense que ce sera pas valable. Mais ouais, c'est marrant. C'est marrant. Et cœur sur les cartes, ça fait perdre des points de vie ou pas? Ouais, c'est ça. C'est ça, ça te fait perdre un point de vie. Je pense, hein, vu l'iconographie, oui, c'est ça, oui. La jauge, sa citrouille favorise le encore. Oui, c'est ça, oui, j'imagine que ça te donne envie d'aller tirer une carte, mais à voir avec l'équilibrage, je pense que de toute manière, t'es gagnant de ne pas tirer à 15, 16, 17. Bon, après, ça dépend de la banque, mais malin, ouais, malin, ces petites couches supplémentaires. Sur un truc 48 heures, c'est très, très malin, ouais. Très malin. Je serais curieux de tester pour voir un petit peu comment cette jauge avance. À voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un autre choix à faire. De conserver une carte peut-être. Tu vois, simplement conserver une carte peut-être pour son prochain tour. D'avoir un petit truc ou d'avoir une carte en joker, on va dire, que si tu veux, tu peux l'échanger contre une carte du terrain pour modifier le score, et du coup, tu auras une carte pour l'après, tu vois. Je pense que ça mérite un tout petit truc de choix en plus pour justifier, du coup, la surcouche avec les petits trackers, là. Et ça donnerait très envie de jouer, ouais. Ouais, super. Pareil, 48 heures, Halloween, 55 grammes, on y est. C'est propre, hein. Franchement, tous les jeux qu'on aura vu ce soir, j'ai tous envie de faire une partie pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Franchement, très sympa. Ah, quel Hervé. Bah, bravo à toi en tout cas, Nikov. GG. Split est un jeu pour 2 à 4 joueurs créé en 48 heures dans le cadre de la Game Jam 14. Le jeu se compose de 36 cartes de 7 types différents qui sont autant de collections à compléter pour se faire un maximum de points ou en perdre le moins possible. Le 2 de chaque carte possède 4 symboles, dont celui de la carte, ce qui fait qu'on a une petite indication sur la véritable nature de la carte, même face cachée. D'accord. Par exemple, cette carte est soit un bonbon, os, tête de mort, citrouille ou une sucette, et c'est une citrouille. Dans la première phase, on retourne des cartes face visible. Ouais. 4 cartes à 2 et 4 joueurs, 3 cartes à 3 joueurs. Puis le joueur ayant mangé des bonbons en dernier pioche des cartes. Il en pioche 5 à 2 et 4 joueurs et 3 à 3 joueurs. Il doit associer les cartes piochées avec des cartes face visibles pour en faire des lots que les joueurs prendront dans l'ordre du tour. Pour cela, il pose face cachée entre 0 et 3 cartes sur une des cartes visibles jusqu'à avoir posé toutes les cartes qu'il avait piochées. D'accord. Ensuite, dans l'ordre R, les joueurs prennent un lot chacun son tour. Un lot étant une carte visible et éventuellement les cartes cachées qui ont été rattachées. À 2 joueurs, les joueurs choisissent des lots alternativement. Chaque joueur regarde les cartes qu'il a reçues et les remet face cachée. Puis le second joueur dans le sens horaire refait la même action. Il révèle un certain nombre de cartes en pioche et pose les cartes piochées face cachée sur les cartes face visibles pour en faire des lots que les autres joueurs récupéreront chacun leur tour. On fait cela jusqu'à ce que l'intégralité des cartes du paquet ait été répartie entre les joueurs. La seconde phase est alors simultanée. Chaque joueur va faire autant de lots qu'il y a de joueurs autour de la table, et chaque lot contenant entre 1 et 3 cartes, toutes face cachée. Et dans l'ordre du tour, chacun des joueurs va prendre un lot chez un autre joueur. Une fois que chaque joueur n'a plus qu'un seul lot devant lui, il le récupère et l'ajoute aux cartes qui ont été réparties lors de la première phase et on fait le décompte des points. On fait des tas par collection. Chaque collection score en des points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Ok, donc on fait le total, il y a des malus. Ok. Fini beaucoup dans le négatif. Total de moins 9 points. On va peut-être surélever un petit peu l'amplitude des points pour essayer de finir dans le positif quand même. Ça renvoie un message fort de finir dans le négatif.
Ok, beaucoup de brassages de cartes, ouais, un bohème. Qui sont pas forcément tous utiles, je pense. Pour le coup, ça fait beaucoup de brassages et basé que sur l'information du dos de carte. Ça me paraît un peu léger pour un jeu qui se veut très profond stratégiquement. Hein. C'est très calculatoire, donc tu vas avoir envie de réfléchir à chaque lot que tu vas faire. Surtout que c'est que ça, les deux parties du jeu. Tu fais des lots à la première partie, tu fais des lots à la première phase et à la deuxième phase. Donc peut-être trop de hasard pour un jeu qui se veut trop calculateur. Je pense qu'il y a un petit désaxe, c'est un petit peu désaxé à ce niveau-là, quoi. Un système de points différent selon les types, comme dans Tucano et Sushigo. Ouais, un système de points différent, effectivement, selon si t'as des bonbons ou pas. Déjà, ça justifie un petit peu pas mal. La première phase est-elle essentielle au final, puisqu'il y a le brassage final. J'aime le système d'infos sur le dos de la carte. Ouais, le système d'infos pas total. Après 4, c'est beaucoup, je pense. Je pense que 2, ça suffit. C'est un draft après le lot, ouais. Je pense qu'il manque une idée forte dans l'utilisation de ces cartes. La première phase de brassage est suffisante, je pense, pour ce qu'il y a à faire. La deuxième est pas nécessaire. Je pense qu'il manque encore... la deuxième phase, à mon avis, il faut l'enlever. Et il manque vraiment l'utilisation qu'on va faire de ces cartes que juste des lots à scorer, quoi. Parce que la manière de les récupérer est assez faible. Faire des lots et tu récupères le dernier lot, ça manque de quelque chose. À la limite, à 2, ça peut fonctionner, mais là, à 4, ça s'essouffle un petit peu, quoi. Un draft en premier et après, ouais, mais même si on fait un draft et après le brassage avec les lots, je pense que ça fait trop. Je pense qu'il y a une seule de ces deux phases qui est nécessaire. Peut-être jouer les cartes au fur et à mesure, qui est des choses qui se passent sur le terrain, qui n'est pas juste le décompte à la fin, mais qu'on ait des cartes qu'on va jouer devant soi au fur et à mesure qui seront plus brassées, par exemple. Là, on a l'impression que c'est deux mécaniques qui sont mises ensemble et puis roule, on voit ce que ça fait. Ça manque de développement, clairement. Clairement, il faut aller un petit peu plus loin dans le développement là, à ce niveau-là. Ouais, je pensais parler d'un draft en premier. Ouais, c'est ça. À voir. À voir encore. Ça faut développer un petit peu calme. On sent qu'il y a la mécanique de l'eau qui est sympa. Hein. Moi, j'aime bien cette méca, mais il faut la justifier par autre chose derrière, je pense. Allez, on enchaîne. Bonjour, je vous présente mon jeu qui s'appelle Jack O'Lantern sur le thème de Halloween. Jack O'Lantern. Tout le matériel tient sur 2 feuilles. Une feuille pour jouer, pour écrire, et puis le reste du matériel tient sur une seule feuille. Où on a les cartes qui vont nous permettre d'avancer, les cartes qui vont nous permettre d'ajouter des éléments au plateau, les 2 pions joueurs, et puis les cartes de fin de manche et la carte de fin de partie. Ok. Donc ici, je suis à la fin de la 2e manche. Donc j'ai mon plateau sur lequel ont déjà été rajoutés les petits monstres et les pièces, mes personnages qui ont déjà bougé, parce qu'on commence au milieu, déjà commencé à remplir les grilles. Alors, la fin d'une manche, c'est quand on a joué 5 tours, donc il reste un papier de chaque, une carte de chaque, qu'on va pas toucher. On va appliquer l'effet de fin de manche. Donc ici, l'effet concerne les 2 joueurs, puisqu'il y a les 2 objets. Des fois, ça peut être le joueur qui a, par exemple, le moins de pièces, ou le joueur qui a le plus de monstres cochés. Ouais, pas mal ça. Et puis, ça veut dire que là, un joueur va pouvoir se déplacer à 2 cases, en fait, de son espace, là où il le souhaite. Alors, mettons que lui, par exemple, il a envie d'aller là, et puis que lui, il a envie d'aller là. Alors, on applique là où on tombe. Ici, il n'y a rien. Là, il y a un monstre. Le principe du jeu, c'est que quand on passe sur une case qui contient un monstre, on va se cocher une case de monstre, parce qu'on est effrayé. Quand on passe sur une pièce, on laisse le monstre. Hein. Par contre, si on tombe sur une case avec une pièce, on va tracer la pièce, comme ici, et la rajouter dans notre petite collection de pièces. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pièces possible, mais c'est aussi d'arriver à la fin des 5 manches en ayant coché suffisamment de monstres pour être dans les cases vertes, mais pas trop, parce que quand on arrive au rouge, on a perdu. On joue sur le même plateau. Voilà, je viens de finir ma manche. Hop, je tourne. Donc, prochaine manche, ce sera celui qui a le moins de pièces qui va pouvoir se déplacer sur la case de son choix qui côtoie la case où il se trouve. Sur les cartes, le petit point noir, ça signifie toujours l'endroit où on se trouve.
Ouais. Début de troisième manche, c'est toujours vert de jouer. Alors, voilà. On commence toujours par la carte qui indique les éléments à ajouter. Le point noir nous représente. On peut tourner la carte dans tous les sens, mais pas faire d'effet miroir. Le déplacement, c'est pareil. Donc, on peut le tourner, mais on ne peut pas sortir. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais devoir choisir de l'appliquer comme ça ou comme ça. Alors, je vais plutôt faire ça. Je vais rajouter mon monstre ici, ma pièce ici. Puis je vais faire mon déplacement. 1, 2, 3, 4. Je suis passée par là. J'ai ramassé une pièce. Super. Ok. C'est à mon camarade de jouer. Voilà. Alors ici, lui, il a un petit peu moins de possibilités parce qu'on ne peut pas mettre plus de 5 éléments par case. D'accord. J'ai tracé cette case qui en contenait déjà 5. J'y venais. Il va falloir qu'il tourne sa feuille différemment. Si tout d'un coup, on n'a pas moyen du tout de noter un élément, on doit faire une croix ici, par élément qu'on ne peut pas marquer, ce qui va nous faire perdre des points à la fin de la partie. Et si on arrive à la 6e case, on a perdu. Donc ici, mon joueur, il peut, par exemple, placer sa feuille comme ça, rajouter un monstre ici. Ouais. Une pièce là. Pièces. 2, ok. Un autre monstre. Il doit faire un déplacement d'une case. Il peut se mettre là. Il a un monstre. Hop. Il ne le trace pas parce que les monstres restent. Voilà. Ensuite, au vert de jouer. Voilà, donc là, il peut rajouter son monstre, là, sa pièce, et se déplacer. Prendre la pièce. Tac, tac. Etc. etc. Donc la partie s'achève après 5 manches. Quand on a terminé nos 4 cartes de fin de manche et qu'on est arrivé à la dernière. Et puis, voilà, c'est celui qui a le plus de pièces qui gagne. On peut aussi jouer en solo. Le but, c'est la survie en 5 manches. Et puis d'avoir au moins 2 fois le nombre de pièces que ce qu'on a rencontré de monstre. D'accord. Voilà. Sympa. 3 minutes 58. Nickel. Faut se faire peur, mais pas trop. C'est cool ça. Au fond, on aime bien avoir peur, mais pas trop. Ouais, c'est pas mal comme méca. Je pense qu'il y a, mine de rien, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a une méca qui est pas mal intéressante, je trouve, du côté tu génères, tu te déplaces, une espèce de petit roll and write évolutif et tout, où les 2 joueurs jouent sur la même page. J'aime beaucoup l'idée, un peu la promesse qu'il y a derrière. Je pense qu'en durée de jeu, ça va être un peu long. J'ai l'impression que c'est des actions assez répétitives au final. Il y a un plateau de jeu qui m'a l'air assez grand par rapport à ce que vont faire les joueurs. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour pas que ce soit si libre. Pareil, la feuille de jeu est un peu vide. Je pense qu'il faut des éléments déjà en place. Il faut des petits objectifs, je pense, à moyen terme. Alors après, on a ce petit modificateur là qui va venir changer un peu la partie, mais je pense que ça doit être plus fort que ça. Je pense qu'il faut un peu plus d'interaction. Oui, je suis d'accord aussi, j'aurais réduit le plateau pour favoriser l'interaction. Ouais, clairement, c'est ce qui fait que les deux pions sont un peu éloignés et du coup, il n'y a pas assez de contraintes, je pense. Et dès qu'il y a une contrainte, du coup, ça t'enlève des points. Si tu n'arrives plus à placer, je pense qu'il y a des petits tweaks là à faire de ce côté-là. Un petit peu plus de contraintes qui vont faire que le jeu n'est pas aussi libre. C'est super important dans les jeux sociaux, la contrainte. C'est ce qu'on disait avant avec le jeu de Alex. Typiquement, quand tu proposes de récupérer la carte de quelqu'un, s'il le fait pas, tu es obligé d'appliquer le sort. C'est ce genre de contraintes qui font que ça prend du corps et que tu vas réfléchir à ta décision. Et la décision, elle, du coup, est très simple. Du coup, la contrainte amène une décision très simple, mais qui, du coup, est très lourde de conséquences. Je serais plutôt parti sur une génération fixe des éléments avec des coordonnées, par exemple. Les joueurs ne gèrent que le déplacement. Ouais. Un petit peu à la Welcome, le mode de flip and ride, quoi. Ouais, le roll and ride à 2 sur la même feuille, ça par contre c'est une très belle promesse. C'est ce que j'ai dit au tout début. Ça rappelle un petit peu les jeux qu'on jouait à 2 en cours ou sur une table où tu devais compléter un carré, quoi. Ça c'est très sympa. Ouais. J'aime bien l'idée, je pense aussi le plateau est légèrement plus petit, je suis d'accord, mais ça peut être un flip and ride avec une vraie interaction entre les joueurs. Ouais, carrément. Carrément, hein, qui est la rencontre entre ces pions, ça paraît primordial. Là. Avec pourquoi pas d'autres choses à gérer hein, que juste pièces et monstres. Effectivement, on pourrait imaginer d'autres choses. Hein.
d'autres choses, d'autres curseurs, d'autres fonctionnements. Mais il y a une très belle promesse derrière ce petit jeu. Très belle promesse. Ça va mettre son petit pouce en l'air, bravo. Et du coup, ce titre, alors, Jack O'Lantern, c'est incroyable. C'est moi qui n'ai pas la référence ou... Parce qu'avant, Jack, c'était par rapport à Black Jack. Jack O'Lantern. Je sais pas, ça me surprend de ouf qu'il y ait 2 fois le même titre. C'est un truc de dingue. C'est clair. Ouais, c'est fou, ça. C'est fou. Des très belles promesses, hein. Encore une fois, un jeu... Vraiment surpris par la qualité de... pas forcément de l'aboutissement des jeux, mais des concepts de jeux qui sont derrière. Il y a énormément de choses. Hein. C'est le nom en anglais de la citrouille sculptée avec la bougie dedans. D'accord. 10h42, bon, on a eu le temps d'aller voir encore vite fait le jeu de Guillaume. Guillaume Sandance qui... Chips, ouais, c'est ça. Jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans et qui dure à peu près 5 minutes. Dans ce jeu, les joueurs participent à un concours du meilleur costume d'Halloween. Le but du jeu est simple, avoir le plus de bonbons à la fin de la partie. Il existe 3 types de bonbons, les verts qui valent 1 point, les jaunes qui valent 2 points et les rouges qui valent 3 points. Comment gagner des bonbons ? C'est un jeu qui se joue en simultané, de discrimination visuelle. Au début d'un tour de jeu, l'un des joueurs va prendre les 3 dés et les lancer. Le résultat indiqué par les dés va indiquer le costume qui gagne le concours de costumes pour cette manche. Ici, par exemple, ce serait le plus grand costume bleu. Il faudra donc taper sur ce personnage-là. Si ça avait été comme ça, par exemple, ça aurait été le plus grand costume vert. Ah oui, d'accord. Et ce dé-là indique plus ou moins. Donc le plus petit ou le plus grand. Une fois que le meilleur costume a été trouvé, on regarde le nombre de mains posées sur la table, si par exemple des joueurs se sont trompés. Le joueur qui a tapé sur le bon costume piochera dans le sac de bonbons autant de bonbons qu'il y a de mains sur la table. Une fois que le sac de bonbons est vide, la partie s'arrête. Si jamais à la fin d'un tour, le sac de bonbons n'est pas vide, on commence un nouveau tour, et ainsi de suite. Bon jeu. Tout simple ça, c'est tout simple. Au début d'un tour de jeu, l'un des joueurs va prendre les 3 dés et les lancer. Le résultat indiqué par les dés va indiquer le costume qui gagne le concours de costumes pour cette manche. Ici par exemple, ce serait le plus grand costume bleu. Il faudra donc taper sur ce personnage-là. D'accord. Petit système de lancer de dés, jeu de rapidité. Ça fonctionne, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. Le twist, c'est le mélange des couleurs, ouais, c'est ça. C'est ça, il va falloir identifier le plus rapidement la couleur à prendre. Mêler à l'information si c'est le plus petit ou plus grand, et du coup tu vas taper plus ou moins vite sur le costume. Rien de spécial à dire, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, ça fait penser à tous les jeux du type Bazar Bizarre, ce genre de choses. Un petit peu remodelé avec la thématique. C'est bien pour les petits, apprendre les mélanges de couleurs et la notion de petit et grand. Ouais. Ouais, carrément. Carrément, pour une édition, on imagine peut-être plus des choses qu'on peut attraper, ben, typiquement comme Bazar Bizarre, ou même à Jungle Speed, hein, on a des totems. L'avantage des jeux genre Double et tout, c'est qu'on peut nommer le symbole en question. Là, ça va être compliqué de nommer, donc peut-être des choses physiques, quoi. La teneur s'abstenir. Ah ouais, là ça va être complexe là, ouais. C'est sûr. Mais c'est marrant. C'est marrant, ouais, ça fonctionne bien. Du coup, je vous rejoins Jack à la lanterne, quoi. Ouais, c'est un personnage avare qui a fait tourner en bruit que le diable a réussi à garder son âme. Il doit errer avec une lanterne creusée dans un navet. D'accord, ouais, c'est un personnage avec un imaginaire. Eh ben, on a fait le tour de ces jeux. Très qualitatif. Très qualitatif. Franchement, par rapport aux intentions et aux promesses derrière chaque jeu, il y a vraiment des bonnes idées à garder derrière chaque jeu là. Simple, efficace, vraiment top pour apprendre de manière ludique, juste un peu peut-être à penser niveau ergo et les pièces, ça sera très proche, là, mais ça va être effectivement
Comme dit, je pense que des totems physiques à récupérer. Pour le daltonien, on peut jouer avec le nombre d'yeux, pattes, cornes ou pas, etc. Je pense. Ouais, il y a un truc à faire. Après, on va plus avoir ce mixage de couleurs, mais du coup, on peut imaginer que le jaune, ce soit que les bouches et le bleu, les yeux. Et du coup, si tu fais yeux et bouche, il y a un seul monstre avec des yeux et une bouche, peut-être? Ouais, un truc à voir. À voir. Mais globalement, donc, grosse qualité par rapport aux promesses et intentions de jeu derrière chaque jeu. Comme dit, à chaque fois, il y a vraiment une petite idée qui est une petite graine à chaque fois. Hein. Vraiment, vraiment chouette, un beau taf. Je pense que 48 heures, moi, c'est le format que je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment mon format préféré pour créer. Ça a vraiment cette pression d'avoir ce rendu à donner très rapidement. Sinon, tu te lasses et t'oublies, quoi. Des persos avec partie du corps et un dé qui donne le nombre qu'ils ont de chaque, par exemple, celui qui a le plus de monde. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le 10 minutes. Le 10 minutes. Bah, typiquement, le 10 minutes, c'est sympa pour aller creuser justement cette petite idée, ce petit concept qui peut des fois être trouvable en 10 minutes, mais derrière, il y a tout un travail à faire. Là, c'est pas mal. 48 heures, c'est le bon timing, je pense qu'il faut aussi pour avoir un petit travail graphique simple, mais justement aller à l'essentiel, quoi. Ah, 48 heures pour la vidéo, ça a pris de court certains, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, même les vidéos, franchement, je suis surpris. On a des très belles choses hein, au niveau du son et tout. Franchement, ça fonctionne très bien. La première fois que je regarde un live comme ça, c'était très sympa. Je suis arrivé tard, mais j'ai passé un très bon moment, merci. Mon top one, le moment où on sort, celui où on prend le moment où on fait l'action. Merci à toi, Nicopite, pour ce joli commentaire. Ouais, celui d'Alex était très intéressant dans mes cas. Ouais. 48 heures plus minimaliste, j'adore car tu dois taffer surtout la base, après plus ou moins juste de l'équilibrage. Ouais, je pense que c'est ce qui se prête le mieux aussi au Game Jam. C'est ce qui se prête le mieux même à des jeux de manière générale, à aller vers l'essentiel, aller vers la petite méca qui va faire que tout le jeu se tient autour de cette méca. Je pense que c'est le plus important, c'est ça qui fait les bons jeux. Hein. C'est clairement ça qui fait les bons jeux. Faut accepter aussi qu'un jeu ne soit pas accessible si le but est l'avantage des couleurs. Ah oui, évidemment, par rapport au daltonisme et tout. Oui, c'était le jeu d'Alex, merci Nicopite. Merci Nicopite, merci à vous, merci à tous ceux qui êtes sur le chat, à vos retours, merci pour vos jeux. C'était vraiment un plaisir de découvrir ça à chaque fois. Avec plaisir, Lab, merci à toi. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais couper dans 5 minutes, mais du coup, demain, je vais vous mettre en ligne j'ai traité les vidéos du challenge de création avec Guillaume, avec Olivier Meillet, avec Ragoutsep, ça vient demain. Dans une semaine, normalement, il y a un nouvel invité qui passe sur la chaîne. Je vous dirai ça plus tard dans la semaine. On va teaser un petit peu. Mercredi, je vous publie sur YouTube du coup le replay de Seven Wonders Duel de la compète de la semaine dernière. Et jeudi, on fait le live sur Board Game Arena sur Clash of Decks qui est passé en bêta. Pour ceux qui veulent, on se retrouve jeudi du coup. Et sinon, c'est demain la création sur YouTube. Merci à vous, merci à tous d'être passés. Ça fait super plaisir d'avoir un peu de monde. Un peu de monde sur live. C'est génial de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bah ouais, Alex, vas-y, continue ta fin. Merci Fab. Et bravo à vous. Bravo à vous pour vos jeux. Allez, passez une bonne soirée. Et puis, on reste en contact pour les lives ou sur YouTube. À bientôt. Merci à vous pour les jeux. Ciao, ciao. Bonne soirée.